J'ai pris l'infirmière pour un mort-vivant. J'ai commis ces meurtres parce que la société a voulu m'éliminer. J'ai été attirée pour rentrer dans l'hôpital. Je croyais qu'il y avait des extraterrestres. Je suis convaincue que j'allais avoir affaire à des gens surnaturels, disait Romain Dupuis. Romain Dupuis est fou, mais cela ne se voit pas. Il n'a pas la bave aux lèvres, ne porte pas de camisole. Cheveux noirs illustrés, tirés en catogan, fine moustache, pommette haute, il a les traits délicats. Debout devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau bondée, l'audience est retransmise sur écran vidéo dans la salle voisine qui examine le bien fondé du non-lieu psychiatrique dont il a bénéficié. Ce jeune homme de 24 ans, interné d'office, apparaît costaud, la mine sombre, écrit le journaliste Stéphane Durand-Soufflant dans le journal Le Figaro du 8 novembre 2007. Au lendemain de ce drame qui s'est déroulé à Pau, les débats sur la responsabilité pénale des malades mentaux en France font rage. Tout le monde a son avis sur le sujet, du quidam simple à ceux qui nous gouvernent. Quand un patient psychiatrique tue, qui est responsable ? Lui ? L'hôpital ? L'État ? Ou tous un peu à la fois ? Je vous laisse seul juge de vos avis, mais la justice dans cette histoire glaçante qui a rendu la France dans un état d'effroi et de peur en 2004 a rendu son verdict. Medicine City revient sur cette affaire complexe de la psyché humaine et soulève toujours aujourd'hui des questions médicales et judiciaires qui, même si elles sont légiférées, donnent toujours autant de débats dans nos repas de famille. Bonjour, bonsoir, vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falsiparum. Et moi, je suis Bloody Nurse. Nous sommes mariés dans la vraie vie pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes de grands amateurs de podcasts. Nous avons décidé ensemble de nous lancer dans cette aventure. Je suis préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et enquêtrice amateur. Et moi, je suis médecin professionnel et comme Bloody Nurse, également criminologue amateur. Alors, si vous souhaitez nous entendre vous raconter les crimes, les scandales ou encore les affaires les plus sordides de la médecine, vous êtes ici chez vous. Mais je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ce podcast à un public non averti. Nous essayerons ensemble de vous prévenir des moments les plus difficiles, même si l'idée n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Ou le partage de recettes funestes. Non, ça c'est sûr, c'est pas un bloc de cuisine ici. Mais sur ce Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos, et nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la santé humaine et de ceux qui la pratiquent ? Allez Falsiparum, allons-y. Mais juste avant, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, nous laisser des likes et des commentaires. Oui, ou encore de nous rejoindre sur notre Patreon, où vous trouverez du contenu bonus additionnel au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Mais sur ce, je crois qu'il est temps de passer les portes de la ville. C'est parti! Et bonsoir à tous, bonsoir Falsiparum, comment vas-tu ce soir ? Eh ben écoute, ça va pas mal, ça va bien, plutôt bien. Je suis pas à la manœuvre, donc je vais être... Ouais, je te vois, tu gesticules dans tous les sens là. Mais je vais me laisser porter par ton histoire que je connais un peu, je crois, que tous les soignants de France connaissent un peu, je crois. En particulier pour nous qui avons vécu dans le sud-ouest, pas très très loin de là où s'est passée cette histoire. Mais j'ai hâte de l'entendre et de t'entendre nous la traiter, quoi. Ouais, alors juste avant ça, je voudrais faire un petit edit, juste avant de commencer sur cette histoire. Parce qu'en fait, il y a un de nos auditeurs sur Spotify, Mazi, qui m'a fait une petite remarque, une juste remarque. Parce que sur ton sur le bonus du numéro 1 qu'on a fait, quand on a parlé des armes Remington, j'avais parlé mes deux têtes, qu'il y avait une histoire dans l'histoire avec l'histoire de Remington et de son manoir. En fait, c'est pas du tout Remington. C'est pas Remington, c'est l'autre grande marque. C'est l'autre grande marque. C'est les Winchester et son manoir. Donc l'histoire cette histoire est assez connue dans le milieu du podcast. Peut-être que vous la connaissez déjà. Et celle que j'avais écoutée, c'est celle du 11 novembre 2023 du podcast Dossier Bizarre. Et donc voilà, je voulais juste faire un petit edit pour dire que je m'étais trompée. Et si vous avez l'occasion d'aller écouter l'histoire, elle est très sympa à écouter aussi. Et ça donne l'occasion de remercier les gens qui nous font des commentaires, qui sont et qui nous suivent et qui sont bienveillants. Donc merci pour ce commentaire, parce que effectivement, quand on est pris dans la narration et puis dans la discussion, parfois
on oublie ou on fait des petits amalgames. Donc merci beaucoup de ce retour. Ouais, et je vous tenais à remercier un de nos plus grands fans, Kevin Lee, qui nous fait beaucoup de commentaires et c'est très agréable et très sympa. C'est vrai. Voilà. Il faudra qu'un jour on fasse un épisode ou un petit moment de shout-out parce qu'on a quand même un certain nombre de gens qui nous sont très fidèles et qui nous font des jolis retours ou des compliments, même si c'est en off, hors commentaires réseau. Généralement, c'est en direct, mais et c'est très bien et c'est très appréciable. Pour revenir sur le sujet, donc c'est un sujet, donc tu l'as dit, que à peu près tout le monde connaît, ou on a entendu parler, au moins les générations des milléniaux. Après, ils étaient un peu petits. Tu nous as dit déjà quand est-ce que ça se passait? Tu nous as rappelé? Non, j'ai pas encore dit. Ouais. Ça se passe en 2004. Donc on est bien loin de ton histoire sur la vasectomie du dernier épisode habituel. Qui était plutôt une histoire pour le coup, et puis une sorte de chevauchée un peu épique au travers l'Europe, mais sans vraiment mort, sans grand meurtre ou autre. C'est plutôt... Là, on va parler de grands meurtres assez sordides. Je vous préviendrai quand on parlera un peu plus en détail de ce qui s'est passé. Donc en fait, je vais vous parler de l'histoire de l'affaire du drame de Pau, où une infirmière et une aide-soignante ont été sauvagement assassinées sur leur lieu de travail. Ça te rappelle quelque chose du coup? Oui, ça me... parfaitement, oui. C'était, je te dis, 2004, j'étais dans le début de mes études de médecine, on avait vraiment beaucoup entendu parler. Moi, je m'en souviens très bien, ouais. Ça avait fait la une de la presse, on en a entendu parler beaucoup. C'est un drame extrêmement graphique, et donc forcément, ça aide à beaucoup sortir et écrire sur le sujet, faire des reportages, et beaucoup de choses sont sorties. Ouais. Donc pour vous situer un peu les faits, le lieu où ça se passe, donc du coup ça se passe à Pau, dans le Béarn, dans le sud-ouest de la France, à peu près à 25 km des premiers contreforts des Pyrénées-Atlantiques. On est proche de l'Atlantique, du coup on n'est pas trop loin, je sais pas, c'est 1h30 de route peut-être. Pau, Pau c'est 1h30. 1h30. Donc on est sud-ouest de la France. Pour nos amis québécois, on a vu qu'on avait pas mal d'auditeurs là-bas, et nos amis belges aussi. C'est pas forcément une des villes les plus connues pour eux, donc sud-ouest de la France. On est précisément dans l'hôpital psychiatrique de Saint-Luc de Pau, en unité psychogériatrique. Il faut savoir un petit peu le contexte social de l'hôpital à cette époque, qui est très tendu, pour changer d'ailleurs. L'hôpital allait très mal, il avait des problèmes institutionnels, une crise sociale qui avait duré depuis plusieurs mois avec des grèves à répétition. Et comme pour ne pas changer, c'est essentiellement le manque de personnel qui fait suite à un déficit, et où ils avaient dû réduire la quantité du personnel, qui a provoqué de gros débats au sein de l'hôpital à cette période, et de grosses grèves, etc. Alors je ne sais pas si tu en parles un peu plus tard, mais il me semble que il y avait eu un peu un choix institutionnel de réduire, non pas parce qu'ils manquaient, ils n'arrivaient pas à recruter, mais il y avait eu un... Non, j'en parle pas du tout, c'était pas nécessaire à l'histoire. Okay. Mais en fait, il y avait eu un gros déficit et ils avaient fait... il se trouve qu'en fait, il y avait moins d'encadrement humain. J'ai pas les détails, après moins d'encadrement humain le jour du drame, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement, donc l'ambiance était extrêmement mauvaise. Alors, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça soit radicalement différent, 20 ans plus tard. De toute façon, tu regardes toutes les histoires. Psychiatrie, c'est un des... C'est très compliqué la psychiatrie en plus. C'est probablement un des pans qui souffre le plus dans le système sanitaire actuel, et je suis pas sûr qu'en 20 ans ça se soit amélioré, même avec ce genre de choses. Alors, les faits, on commence, ça se passe dans la nuit du 17 au 18 décembre. On va commencer le 18 décembre 2004. Il est 6h45 du matin. L'infirmière de jour arrive au sein de l'unité psychogériatrique Les Montbrésia de l'hôpital psychiatrique de Pau. Elle prend son travail de poste du matin classique, quoi. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ouais. Cette dernière remarque alors immédiatement un petit détail. Une fenêtre est brisée alors que la porte d'entrée du service est verrouillée. À l'intérieur, tout semble calme. Oui, parce que c'est un service fermé habituellement. Oui. On est d'accord. Donc la porte du service verrouillée, c'est normal. Oui. Elle a la clé. Voilà, pour entrer et sortir, on contrôle les entrées. Les patients qui sont à l'intérieur ne peuvent pas sortir librement parce qu'ils ont besoin d'être confinés à l'intérieur du bâtiment.
Par contre, la fenêtre qui est brisée, a priori, c'est pas normal, même si l'hôpital est en non. délabrement. Ouais, il était en délabrement. En plus, apparemment, c'est une unité qui était un petit peu au fond. Tu sais, Non, mais je veux dire par là que tu sais, parfois il y a des choses qui sont un peu Oui, négligées comme mais non, ça. non, non. Elle n'était pas cassée, la vitre. Alors, j'ai eu plusieurs trucs et je ne l'avais pas mentionné, c'était que ça viendrait d'un des vestiaires. Mais comme je l'ai revu qu'une seule fois, si tu veux, que ça venait d'un vestiaire, une vitre brisée dans un vestiaire, je ne l'ai pas renoté parce que je l'ai revu qu'une seule fois. Quoi. D'accord. Mais en tout cas, sur son trajet usuel de prise de poste, elle peut voir qu'il y a une fenêtre qui est brisée. Quoi. Oui. Dans un couloir ou dans le vestiaire. Voilà. Et pas dans le service nécessairement. Si. Non, c'est D'accord. Pas dans le service en lui-même. Elle n'y est pas rentrée encore. Ok. Donc ses collègues de nuit ne répondent pas. Alors, elle appelle la police. Alors, ce qui pourrait paraître bizarre, en général, tu dis, tiens, il y a une vitre brisée, t'avances, voilà quoi. Mais en fait, il y a souvent des squatteurs dans le coin, apparemment, si j'ai bien compris. Et du coup, elle a appelé la police immédiatement pour dire, ce serait peut-être bien d'envoyer quelqu'un pour être sûr et déloger du monde qui aurait éventuellement. Oui, puis ça se trouve, c'était un protocole de service. Si tu as des agents qui répondent pas, tu appelles à l'aide, tu appelles les forces de l'ordre, tu appelles les soignants des autres secteurs pour venir. Moi, je sais que j'ai fait une fois un remplat. Alors pour le coup, c'était en somatisation de personnes, de patients hospitalisés dans un service psychiatrique, donc pas en tant que psychiatre, parce que j'ai pas cette compétence-là. Mais clairement, on avait des protocoles et d'ailleurs, on avait aussi des petits dispositifs d'alerte au cas où on fasse un malaise, au cas où on réponde pas, ou ci ou ça, quoi, en fonction de quelles unités on fréquentait. Ouais. Donc elle appelle la police et il y a 2 agents qui patrouillent dans le secteur qui arrivent sur place quelques minutes plus tard. Ils sont 2, du coup, je viens de le dire. L'infirmière leur confie la clé du pavillon et ceux-ci pénètrent dedans. Dès le début, attention, on va commencer sur les détails un petit peu pas assez gore, on va dire. Donc dès le début, les policiers remarquent des taches de sang qui maculent le sol. Ils suivent les traces, ils arrivent dans la salle de repos. Ils tombent sur le corps d'une femme qui a été décapitée. Sa tête étant posée sur la télévision de la salle de détente. C'est Chantal Klimaszewski. Désolée pour... Moi, je dirais Klimaszewski. Klimaszewski, oui. Une infirmière de 48 ans. Dans la pièce voisine, on retrouve alors un second corps, une femme aussi dont le corps est lardé de coups par arme blanche. C'est Lucette Gariot, aide-soignante, 40 ans. Elle n'est pas décapitée. Le policier, malgré ses 30 ans de carrière, manque de s'évanouir et fait un appel radio. Ok. Alors moi, tu vois, j'avais plus le souvenir que c'était les policiers qui avaient découvert les corps. Moi aussi, j'étais hyper surprise. Je pensais que c'était les soignants qui prenaient leur poste. J'avais cette idée que les soignants avaient découvert, mais là, c'est des policiers. Ce qui permet de saluer le travail des policiers, parce qu'en fait, généralement, ils arrivent les premiers ou dans les tout premiers répondants sur des scènes de crime et ils sont confrontés à ce type d'horreur, des gens qui sont pas en entier, qui ont été massacrés, etc. Et c'est vraiment pas un boulot facile. Non. Donc immédiatement après l'appel radio, un plan rouge est déclenché par la police. Le préfet, la commissaire de police, le procureur de la République sont immédiatement appelés. Tous les effectifs de police sont appelés à rejoindre immédiatement le commissariat de police. Voilà, on est sur le samedi 18, je rappelle, décembre. 18 décembre au matin, ouais. 20 minutes plus tard, le quartier des Lauriers où se situe l'hôpital est bouclé. Plus personne n'en sort, plus personne n'y rentre. L'enquête démarre à ce moment-là. Elle est confiée au limier du CRPJ de Bordeaux. La police scientifique gèlera immédiatement les lieux à son arrivée, à la recherche du moindre indice. Taches de sang sur la vitre brisée, empreintes digitales, empreintes de chaussures. Tout est passé au peigne fin et tout sera relevé. Donc c'est en gros les 3 éléments qu'ils ont trouvés. On explore immédiatement aussi des registres d'entrée et de sortie des patients visiteurs, personnels, mais aucun dossier médicaux n'ont pu être utilisés, apportés au dossier, à l'enquête, dans le cadre du fameux secret médical.
Dès le début, les médecins ont refusé de les donner. En fait, il faut donc ratisser large. Ou alors, ils ont évoqué des patients à qui ils pouvaient penser. Mais les dossiers médicaux, ils ne sont pas sortis de leur boîte, on va dire. Ce qui est logique, le secret professionnel, c'est un absolu et que il faut respecter les règles parce qu'il y a, même si c'était un patient de l'hôpital psychiatrique, il faut savoir protéger les autres parce que même s'il y en a un qui fait ce genre de choses, les autres n'ont rien fait. Donc c'est toujours compliqué l'histoire du secret pro, mais oui, ça permet de protéger l'essentiel. Donc du coup, ils explorent tout, les registres d'entrée, donc ça je vous l'ai dit, les sorties des patients, des visiteurs, donc les familles, etc. Le personnel est passé au crible aussi. Il y avait des anciens personnels aussi qui seraient partis en colère contre l'hôpital. Enfin bon, toutes les données sont explorées. Au vu de la quantité de travail, donc pour éplucher ces données, 4 heures après le début de l'enquête, pas moins de 200 enquêteurs venant de toute la région, de Nouvelle-Aquitaine, c'était pas le cas à l'époque. Parce que c'était juste l'Aquitaine, c'était pas la Nouvelle-Aquitaine encore. Donc 200 enquêteurs viennent de toute la région pour aider à gérer toutes ces données. Les médias s'emparent de l'affaire dès 12h45 avec François qui parlera de l'assassinat des 2 soignantes de Pau. À 14h30, c'est le ministre de la Santé qui arrive en hélicoptère, Philippe Douste-Blazy. C'est un régional de l'étape, c'est pas étonnant. Enfin, il était ministre de la Santé, mais il est très attaché à la région. Les soignants, eux, grondent. Certains soignants hurlent à une politique de santé mentale au rabais. D'autres critiquent le manque de moyens au personnel de sécurité. Tout ça le même jour, toujours. Mais tous seront d'accord, ils viennent travailler avec la peur au ventre. En milieu d'après-midi, les corps des 2 soignantes sont évacués vers l'Institut médico-légal de Bordeaux sous une haie d'honneur de leurs collègues. Je comprends la réaction. En fait, je comprends la réaction des soignants fondamentale parce que à la fois tu vas travailler parce que tu as ce devoir et la mission, tu vas travailler avec la peur au ventre, mais tu es absolument dégoûté par ce que tu viens de voir, comprendre. Et en fait, forcément, on se projette dans cette situation et je pense qu'on ferait on ferait exactement la même chose en fait. On est absolument dégoûté et en même temps absolument convaincu qu'il faut faire son job. Et y aller, quitte et en plus parce qu'il y a eu une continuité des soins dans la suite quand même, tu vois, donc même de nuit surtout. Donc du coup, c'est que les gens pensent que c'est nécessaire aussi, quoi. Et du coup, elles étaient que 2 soignantes la nuit sur l'aile. Donc en fait, les 2 soignantes en poste ont été massacrées. Ouais, c'est ça. Oui, parce que j'imagine que sinon il y aurait eu une alerte plus tôt, quoi. Ouais. Donc je vais vous parler un petit peu des victimes. J'ai pas énormément d'éléments. Juste, tu disais 200 policiers. Je viens de vérifier. Pau, actuellement, il y a 76 000 habitants. Donc ça veut vraiment dire qu'ils ont ratissé toute la région pour faire venir je te dis, ils ont ratissé toute la région. Policiers d'un peu partout parce que je suis pas sûr que les effectifs de police tout mis cumulés sur la ville de Pau soient à ce niveau-là. Et puis de toute façon, tu peux pas dépouiller complètement une ville de tous ses effectifs, même pour un gros cas comme ça. Donc oui, je pense qu'ils ont dû ratisser un peu large, quasiment de Toulouse à Bordeaux en fait. Sûrement, oui. Donc du coup, je parlais des victimes. J'ai pas énormément d'éléments, mais bon, le peu que j'ai, je vais vous les donner. Donc on a Chantal, j'ai pas noté son nom de famille. Alors c'est le nom un peu polonais, Klimaczewski, qui est infirmière, qui a 48 ans et elle habitait l'Escar, qui est pas très loin de Pau. C'est juste à côté de Pau, ouais. Elle est infirmière au CHP Palois, alors CH, Centre Hospitalier Psychiatrique, Palois depuis 20 ans. Palois, c'est Pau, bien sûr. Oui, Palois, c'est donc infirmière depuis 20 ans, elle était appréciée par tous, par ses collègues. Ils disaient tous que c'était une infirmière expérimentée, vaillante, appréciée pour ses qualités humaines, notamment envers les personnes âgées. Par choix, elle travaillait de nuit pour s'occuper en journée de ses 2 jeunes enfants. Ah, parce qu'elle avait 2 enfants en plus. Oui, tout à fait. Alors, pour elle, le rapport d'autopsie la concernant concluait à une mort consécutive à une plaie thoracique postérieure ayant entraîné un volumineux hémothorax gauche ainsi qu'à une décapitation. C'est-à-dire que quand il a décapité, elle n'était pas encore morte de son hémothorax ? Non. Alors là, le détail, je ne l'ai pas eu, le rapport d'autopsie. Moi, c'est les données de la cour d'appel que je te donne. Ensuite, on a Lucette, 40 ans, qui habitait Nousty, qui est pas très loin non plus. Donc, elle habitait Nousty depuis 15 jours seulement. C'est une aide-soignante qui était aide-soignante depuis 3 ans.
Elle se dévouait à son métier et à ses patients avec abnégation. Elle avait un enfant. Cette nuit-là, Lucette était venue remplacer au pied levé une collègue absente. Donc les soignants font partie de ces professions qui ont le taux d'absentéisme au travail les plus élevés en France. 7,56% contre 8,32% en 2022. C'est des métiers extrêmement sollicitants. Avec les métiers de service, donc, c'est-à-dire l'hébergement, la restauration, et les métiers de transport aussi et d'entreposage. C'est des métiers très exigeants et qui ont les taux d'absentéisme les plus importants en France. Pour elle, l'autopsie du corps montre que celle-ci avait reçu de nombreux coups à l'arme blanche et que son décès résultait d'une plaie de l'aorte, entraînant une hémorragie interne rapidement mortelle. Un premier trajet du coup porté avait pu être effectué d'arrière en avant, un second porté de gauche à droite. À 10 jours de Noël... On sait laquelle des deux est décédée en premier? C'est l'infirmière. D'accord. Oui, je vais le dire, c'est l'infirmière. À 10 jours de Noël, c'est tout... Parce qu'après, je vais pas vous dire que la fin, en fait. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de la nuit. Donc, proche de Noël, c'est toute une profession et un pays qui sont en deuil. Les messages de soutien affluent de la France entière. Et même Jacques Chirac, qui était le président de la République à l'époque, interviendra en plein Conseil des ministres pour exprimer son indignation au nom de la nation. En attendant, l'enquête devient une priorité absolue du fait de l'horreur des meurtres et surtout parce que le tueur court toujours. La peur qu'il recommence est là. Donc là, oui, parce que là, pour l'instant, on ne sait toujours pas qui c'est, on ne sait pas s'il est sur place, on ne sait pas s'il est parti ailleurs. Potentiellement, on a une bombe à retardement. Exactement, qui peut recommencer, oui, tout à fait. Qui n'hésite pas à tuer de sang-froid, a priori. Donc là, à ce stade, qu'est-ce qu'on sait ? Le tueur est passé par une fenêtre qu'il a brisée, il s'est blessé la main et a perdu du sang. Et il a laissé des traces d'ailleurs de son sang avec son pied, tu sais, sur le vasi. Donc il y a plusieurs types de sang, dont le sien, quoi. Il s'est blessé dans l'affaire. Au vu de l'absence de porte fracturée, il est reparti par cette même fenêtre cassée. Avec le sang de sa blessure, son profil génétique est sorti. Seulement l'auteur est inconnu des ADN déjà connus. Va falloir relever une quantité énorme d'ADN auprès des hommes de l'hôpital, des familles, des patients, patientes aussi. Alors j'ai écrit étude de marché pour retrouver le coupable. C'est un screening en fait. Il y a énormément de relevés d'ADN, c'est assez catastrophique. Tous les ADN vont être envoyés à Toulouse. Il a laissé une empreinte de ses semelles sur le montant de la fenêtre, des tennis de la marque Reebok. Il n'y a pas de taille, mais ils ont relevé Reebok. Les coups ont été portés par un couteau de 17 cm de long et 3 cm de large. Ça fait déjà du beau c'est un bon couteau, quoi. Couteau de chasse, on ne sait pas encore. Peut-être on saura plus tard. Mais on saura, si. Bon, après, c'est un couteau de cuisine. Ah, ok, ça marche. Avec l'accord du juge d'instruction, la police va convoquer dans les locaux de la PJ des centaines de patients, anciens ou actuels, les personnels de l'hôpital, les proches des victimes, afin de récupérer leurs ADN. Ces données ont permis tout de même de cesser les suspicions et les rumeurs sur un certain nombre d'hommes. Oui, c'est le principe du screening en fait. Exactement. Et en plus, généralement, ceux qui sont les plus volontaires sont ceux qui sont les moins impliqués. Et au moins, comme ça, tu es écarté du dossier. Parce qu'en fait, il y avait énormément tout le monde se suspectait, en fait. C'est logique. Tu sais juste qu'il y a un meurtrier et tu sais pas qui, tu sais pas quand. Donc, du coup, c'est ce que je disais. L'ambiance est à la suspicion, à l'angoisse. Tout le monde se regarde en se demandant si c'était lui. 2 semaines plus tard, après Noël, conséquence, les arrêts maladie tombent à n'en plus finir. Le personnel a peur et si le tueur recommençait. Donc 2 semaines plus tard après Noël, c'était 1 semaine avant Noël, donc on est 3 semaines après l'incident. Au début janvier. On est 3 semaines après le meurtre. Donc il faut savoir aussi que l'hôpital a fait doubler le nombre d'agents de sécurité de nuit sur le site du CHP de nuit. Je l'ai dit de nuit, pardon, excuse-moi. Les agents se rappellent alors, à ce moment-là, d'une triste affaire qui avait fait trembler Pau et le personnel de l'hôpital 10 ans auparavant. À quelques mètres de là, un double meurtre aussi non élucidé le 18 août 1995. Ah mais oui, c'est vrai, le double meurtre de Pau. Oui. En dehors de l'hôpital, à quelques rues, 2 sœurs âgées de 59 et 71 ans, Marcel et Claudine Nouguet-Cazenave, sont sauvagement égorgées.
Ces dernières étaient les tenancières du troquet chez Maurice, ouvert 7 jours sur 7. La nièce, surprise de ne pas avoir de leurs nouvelles, les découvrira baignant dans leur sang. À l'époque, une des pistes avait mis le doute sur les patients de l'hôpital psychiatrique. Et oui, forcément. C'est ça. Un suspect avait été interpellé en dehors de l'hôpital psy et en fait, les patients de l'hôpital psy n'avaient pas été mis... ils avaient mis hors de... Enfin, je dis forcément parce que c'est la réaction que les gens ont habituellement en se disant c'est des patients d'hôpital psychiatrique qui sont forcément plus à risque, qui sont forcément plus dangereux, ils peuvent décompenser à n'importe quel moment. Même si en soi, en fait, c'est pas parce que tu as une pathologie psychiatrique et justement pas parce que tu as une pathologie psychiatrique que t'es plus dangereux en fait. Voilà. Mais effectivement, il y a cette habitude que les gens qui ne connaissent pas ce monde se disent. Normal, voilà, c'est des gens à risque en fait. Donc du coup, l'hôpital psy a été mis hors de tout doute. Mais 5 ans après l'enquête, 5 ans d'enquête par rapport à cette histoire, bien sûr, n'avait pas pu mettre en évidence le criminel. Donc l'affaire a été classée en 99, faute de piste. L'affaire sera alors réouverte suite à ce double meurtre des 2 soignantes du CHP. Le meurtrier des sœurs serait-il revenu proche de son lieu de son premier crime et en ayant commis un autre, quoi. Alors, il faut savoir que l'histoire ne donne rien de ce côté-là. L'affaire est à nouveau refermée plusieurs semaines après, notamment grâce à l'ADN et à l'âge du suspect à l'époque des faits, parce qu'en fait, le suspect, au moment où ils ont fait l'ADN du suspect, mais je ne vous en parle pas encore, il était beaucoup trop jeune, en fait, pour être le... Oui, puis à l'époque, si je me souviens bien de cette affaire, ils avaient identifié un quasi-profil qui matchait pas mal, un militaire en fuite, etc., qui avait été attrapé à Bordeaux. Et en fait, comme il avait été chopé par il avait été attrapé avec un couteau, je crois. Il a été jeté ce couteau. Et en fait, comme il avait été attrapé dans une autre affaire et que le couteau avait été confisqué, il avait été jeté. Et en fait, ils n'ont jamais pu prouver quoi que ce soit. Mais ils avaient un bon match quand même avec ce personnage-là. Alors, la famille ils avaient aussi émis l'hypothèse comme quoi ça serait le mari de la nièce. Ou quelqu'un de la famille. Parce que c'était lui qui héritait, mais en fait, non, pas du tout. Il a été mis ta vie en dehors de l'histoire. Mais c'est vrai que, comme ça, tu te dis, en l'espace de quelques kilomètres, finalement, t'as quasi exactement le même... t'as 2 femmes au milieu de la nuit. Alors, c'est pas kilomètres, là, on est sur une rue à côté. Oui, c'est centaines de mètres, du coup, t'as 2 femmes au milieu de la nuit qui se font atrocement tuer à coups de couteau et que tu retrouves le matin dans une mare de sang. C'est ça. C'est vrai que c'est compliqué de pas faire le lien, c'est sûr. Donc, il faut savoir qu'elle a été refermée, elle a été reclôturée, l'affaire, au niveau policier. Mais elle a été récemment réouverte suite à une demande de sa nièce, justement, qui a fait une demande auprès du service Cold Case de Nanterre, parce que nous avons un service Cold Case en France. Le fameux service... Tout à fait. Et donc, l'enquête a été réouverte en 2022. L'enquête suit toujours son cours. Et il faut savoir qu'il y avait, je crois, 31 autres demandes de réouverture d'affaires au même moment que leur demande à eux. Donc, 6 semaines après le drame, c'est là que l'affaire initiale va avoir une avancée majeure dans l'enquête. Donc, on est fin janvier. Ouais, fin janvier. 29 janvier 2005, pour être précis. Stéphane, Daniel et Claude, 3 gardiens de la paix affectés à la BAC de nuit, patrouillent le samedi 29 janvier en voiture banalisée. Alors, pour nos auditeurs suisses, belges et canadiens, BAC, c'est Brigade Anticriminalité. C'est une section de la police qui agit contre les crimes et qui a fait des arrestations un peu plus musclées, quoi. Oui. On va dire ça comme ça. Donc ils sont en voiture banalisée, en tenue civile. Mais ils ont le... Oui, le badge. Le brassard. Le brassard, ils ont le brassard, voilà. Il est environ 22h30 lorsqu'ils arrivent dans le quartier du Hédas, à Pau, rue René Fournet, lorsque Jean, donc un des 3 gardiens de la paix, aperçoit un jeune homme assis sur un muret qui fume ce qui semble être pour lui un joint. Équipés de leur brassard orange police, ils sortent pour un simple contrôle d'identité. Le jeune homme sort une arme de poing de sa ceinture. Il pointe un des policiers qui est à moins de 2 mètres de lui et lui tire dessus. Par chance, le coup ne part pas. Il saute du muret et se réfugie derrière une voiture en stationnement.
et à 2 reprises tente de faire feu vers les policiers. Sans succès, toujours, l'arme s'enraye. Ouais, jusque-là, ça pourrait être une affaire de drogue ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Bon, un truc, le type, il est pas serein, quoi, par rapport à son il est pas serein, il joint. a une arme sur lui, il voit des policiers arriver, Bon, suite à ces 2 coups, enfin, ces 3 coups, du coup, il se rend, en fait. Il fait pas trop d'histoire, il se rend. En le fouillant, il découvre du cannabis dans sa poche, un pistolet avec 4 cartouches calibre 7,65 et un canif coincé entre les doigts d'une main. Entre les doigts en plus de ça, ouais. Ah oui. Comme ça, tu sais. Oui. Enfin, là, vous voyez pas, vous, mais ils auraient pu se prendre un coup de couteau aussi. Ouais. Il avait préparé son coup. C'est ça. Le suspect est immédiatement amené au commissariat. Il se nomme Romain Dupuis. Il a 21 ans et est placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur agent de la force publique. Comme dans toutes les gardes à vue, l'avis d'un médecin est obligatoire pour savoir si oui ou non la personne arrêtée peut ou non être placée en garde à vue, au vu des risques d'agressivité envers le personnel, de suicide, etc. D'ailleurs, Falciparum, tu as peut-être une envie de nous raconter ta petite anecdote à propos de ce sujet au début de ta carrière de médecin généraliste, quand tu étais remplaçant. Ah oui, alors une histoire très rigolote. Certificat de non-contre-indication pour la garde à vue, j'en ai fait effectivement pas mal, notamment quand j'étais remplaçant au début de ma carrière. Et un jour, je remplaçais dans une campagne de France et dans une petite ville. Je suis appelé par la gendarmerie locale qui a effectivement interpellé quelqu'un qui doit passer la nuit au poste. Et c'est la première fois que je fais ça, mais littéralement la première fois que je fais ça. Et donc je vais voir les gendarmes que j'avais déjà vus pas mal, parce que quand on est dans un petit, dans une campagne, on se voit tous et on interagit tous pour les certificats de décès. On est souvent en contact avec les forces de l'ordre. Donc là, ils m'appellent, je les connais, ils me connaissent. Et je fais mon examen et je n'ai rien à me retirer particulièrement du patient. Il va bien, il peut passer selon moi la nuit sereinement au poste sans avoir besoin de quoi que ce soit. Et je signe le certificat. Et le lendemain... Après ta nuit de garde. Oui, après la nuit de garde, j'appelle la gendarmerie, je demande comment ça s'est passé. Et là, je ne sais plus comment on dit son grade, mais le gendarme en chef, en fait, qui était présent, de façon très sérieuse, me répond: ah ben en fait, ça s'est bien passé. Bon, bah en pratique, il nous a fait une crise cardiaque cette nuit, il est mort, mais bon, on l'a transféré à l'hôpital et puis bon, on n'a rien pu faire. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. J'espère que vous serez pas trop embêtés à cause de votre certificat. Et donc moi, forcément, blanc livide, je deviens pâle. Je dis quoi? C'est d'où ça sort? Comment ça se passe, etc. Et puis parce qu'en fait, le médecin, quand il vient faire le check-up du patient, il vient pas vérifier que une histoire psy, on va dire. Il vérifie aussi qu'au niveau physiquement, physiologiquement, il est bien. Il n'a pas besoin d'être hospitalisé et qu'il peut passer la nuit donc au poste. Et donc il continue en disant: oui, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Voilà, moi je suis un gendarme expérimenté, j'en ai vu plusieurs comme ça, mourir en cellule. Bon, c'est comme ça, c'est tout. Et donc il continue avec un ton très égal, très neutre comme ça. Et puis moi je continue à me décomposer petit à petit. Et puis là à la fin il me dit: mais non, en fait ce matin il allait bien, le proc a pas voulu le garder, on l'a laissé partir et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais cette blague sympa. Ouais, ça m'a un peu remis les esprits dans le bon sens pour commencer la journée. Et voilà, mais c'était assez particulier comme truc, hein. Il était vraiment très très sérieux dans ce qu'il faisait, vraiment très pro. Bravo, chapeau. Je m'en souviens encore. Il préparait le truc depuis que t'étais parti. C'était il y a quoi? Il y a 15 ans maintenant. Oui, ça fait un moment. Donc on en revient à Romain Dupuis qui a sa petite visite du médecin généraliste pour voir s'il peut faire sa garde à vue. Il n'y a pas de souci particulier. Et voilà. Donc là, les policiers sont interpellés par plusieurs détails. Il porte des baskets de marque Reebok, il tient des propos incohérents et surtout il a des blessures récentes à la main gauche et au doigt. Son ADN est prélevé et son domicile perquisitionné parce qu'ils pensent tout de suite, ils font un lien tout de suite avec l'histoire du CHP. Dans son appartement, dans le quartier du Hédas, on découvre un sabre et des lames de couteau. Sur le mur, des posters de femmes au corps ensanglanté, dont l'une d'elles a le cou tranché. C'est alors parce qu'il y a des revues, il y a des sites où tu peux télécharger des images comme ça.
Genre des photos qu'il a customisées Oui. avec du sang, Oui. ou c'est des trucs... On est en 2004. Internet, c'est pas accessible comme ça l'est aujourd'hui avec plein Il d'images. y avait quand même pas mal de choses quand même en 2004. Ouais, quand même. Mais non, il était... C'est lui qui a customisé c'est ça. customisé. Ok, ça marche. Donc pendant l'interrogatoire... Donc on sent quelqu'un qui est quand même pas hyper équilibré. Il n'est pas très stable, non. Ouais, ok. Pendant l'interrogatoire, il est interrogé sur le double homicide au CHP. Il dit rien. Sur la tentative de meurtre des policiers, il tient des propos incohérents. Il parle de sa petite amie, que c'est elle qui aurait envoyé ces hommes, car il s'était disputé la veille dans la journée, il s'était disputé avec sa petite copine. Et du coup, il pensait que c'est elle qui avait envoyé des mecs pour le tuer. Sauf que les policiers ils disent, bon, ça tient pas vraiment, parce que nous, on avait notre badge policier quand même orange sur le truc. Oui, mais ça a tout du délire en fait. Oui, ça compte, tout à fait. Donc ça, pour information aussi, alors là, j'ai fait un copier-coller de la cour d'appel du 14 décembre. Sa compagne Stéphanie Boileau. Parce qu'il avait vraiment une compagne du coup. Oui. C'était pas fantasmé Non, c'était pas fantasmé, non. Mm-hmm. Elle a aussi été entendue, elle avait constaté une modification de son attitude de son compagnon à compter du début du mois de décembre. Il était devenu très violent à son égard. Elle avait également constaté une blessure à son poignet à compter du 19 décembre 2004, sans obtenir d'explication de son petit ami. Interrogée sur l'emploi du temps de son ami, elle affirmait que celui-ci s'était absenté une partie de la nuit du 17 au 18 décembre 2004 entre 23h30 et 6h30. Oh. Elle se disait formelle sur l'horaire de retour car elle avait été réveillée par le chien. Elle ajoutait que son ami avait pour habitude de se promener avec une arme qu'il avait confectionnée à partir d'un couteau de cuisine dont la lame pouvait mesurer 25 cm de long et 4 cm de large. Romain Dupuis portait cette arme dans un étui en acier tout le temps sur lui. Son niveau de sérénité par rapport à la vie avec un type comme ça, se dire ouais, il a changé de comportement, il est violent avec moi, il se balade la nuit avec un couteau, enfin, je sais pas, c'est... Après, le quartier Edas, si j'ai bien compris, bon, j'ai pas vraiment approfondi les recherches sur le quartier, mais si j'ai bien compris, c'est quand même un quartier où il y a les revendeurs de drogue, en fait. Donc, bon, c'est pas un quartier non plus... c'est peut-être un quartier où ils ont l'habitude un petit peu d'essayer de se protéger les uns les autres, quoi, tu vois. Oui, mais ça, c'est une chose. Oui. Mais le truc, c'est qu'elle vit quand même avec lui, il est violent avec elle, il se balade avec un couteau, il revient, il est blessé à la main, enfin, tu vois. Et puis elle a dû voir que... Parce que là, en l'espace de quelques phrases avec les policiers, on voit bien qu'il produit du délire. Alors après, je sais pas si c'est un délire systématisé ou non, mais en tout cas, il y a des propos délirants. Ça doit pas être hyper serein de vivre avec un type comme ça. Non, mais si elle a toujours vécu, elle a toujours vécu dans un environnement pareil, pour elle c'est pas du tout anecdotique. Et puis tu sais comment c'est l'amour, comment ça fonctionne, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs chez les hommes qui y a la violence physique avant qu'elle soit là, c'est une violence psychologique très souvent. Donc du coup t'as pas envie de partir. Enfin bon, tu vois. Et puis c'est peut-être juste simplement, elle a toujours vécu comme ça. Peut-être qu'elle aussi, ça j'ai pas du tout les détails sur elle, mais qu'elle aussi était dans un environnement psy et que pour elle il y avait rien. C'était anormal par rapport à ce qu'il faisait habituellement, mais c'était pas non plus foufou, quoi, tu vois. Ok. Bon, en tout cas heureusement pour elle parce qu'elle aurait pu. Elle a quand même vécu 6 semaines avec. Oui, au moins 6 semaines, ouais. Alors le lundi 31 janvier. Dans l'après-midi, la police scientifique de Toulouse envoie ses résultats du prélèvement de l'ADN de Romain Dupuis à Pau et correspondent à l'ADN relevé au CHP. Donc c'est Romain Dupuis, le tueur des 2 soignantes du CHP. En tout cas, il était sur place cette nuit-là. Oui. Et donc il y a quand même un gros faisceau de preuves pour dire que c'est lui, quoi. Au terme de 44 jours d'enquête, le coupable du double meurtre de Chantal et Lucette est enfin arrêté. Il est alors mis en examen pour 2 chefs d'accusation, double meurtre et tentative d'homicide sur agent de l'ordre public, et il est écroué, non pas en prison, mais à l'unité des malades difficiles de Cadillac en Gironde. Ouais. Faut savoir qu'à la base, ils avaient quand même proposé au CHP de Pau de l'hospitaliser, mais à un moment donné, ils se sont dit « Ah non, peut-être pas ». Déjà que dans un autre hôpital psychiatrique, c'est compliqué pour les soignants, parce que même si on est soignant, même si on est pro, même si... tu reçois ce genre de dossier, tu te dis mais c'est exactement pareil qu'un tueur de flic qui est arrêté par les flics en fait. T'as un moment une projection en se disant à n'importe quel moment il se retourne contre moi parce qu'il l'a déjà fait et que
il a déjà prouvé qu'il était capable de le faire, quoi, avec la pire des manières en plus. Ouais. Alors, on en arrive aux aveux. Donc Cadillac, c'est à côté de Bordeaux. Enfin, c'est oui, pas très pardon, loin c'est tout à fait, ouais. C'est en Gironde, du coup, il y a les 250 km, je pense, entre Pau et Cadillac. C'est la même région, mais... C'est long d'y aller. Ouais, là, c'est long. Traverse les longues routes des Landes. Et, ouais, bon, ils ont pris l'autoroute, là. Oui, mais même, c'est extrêmement long, quand même. Je pense que tu as bien... Prenez pas les routes sur les Landes, s'il vous plaît. Tu as bien 2 heures, 2h30 de route. Ressenti 4 heures. C'est ça. Donc, il signera ses aveux devant le juge, des aveux complets, le 1er et 3 février 2005. En premier lieu, il affirmera ce qu'il dit, malgré les preuves... ce qu'il dit, malgré les preuves ADN, puis dans un second temps, il avouera, en fait, il fera ses aveux. Donc, selon lui, il aurait assouvi une soif de vengeance contre la société qui a tenté de l'éliminer. Alors, attends. Je veux qu'on soit clair d'une chose. En fait... même si là il présente un tableau délirant et qui semble pas totalement bien dans ses pompes, il n'était pas patient actuellement hospitalisé au moment des faits. Non, il était chez lui, il habitait chez lui. Il était dehors, il est entré dans l'hôpital psychiatrique pour. Donc c'est pas un patient de l'hôpital. On va y venir. T'inquiète pas. On va la nuit et avant la nuit, je vais y arriver. Okay. Donc il aurait assouvi une soif de vengeance contre la société qui a tenté de l'éliminer. Éprouvant des pulsions d'être imprégné de noir et étant attiré comme un aimant par l'hôpital psychiatrique, il déambulait dans les rues de Pau avec son chien. Vers 3h ou minuit et demi, après avoir fumé un joint d'eau à un arbre... Ouais, on sent déjà, quand il dit 3h ou minuit et demi, on sent qu'il n'est pas complètement raccord avec ses pensées, quoi. C'est ça. Donc après avoir fumé un joint d'eau il était entré dans un pavillon après avoir cassé un vasisdas dont il avait dévissé le cadre à l'aide d'une petite lame, dont il était porteur lors de son interpellation. Donc quand tu dis pavillon, c'est parce que c'est un hôpital pavillonnaire en fait. Il faut imaginer, c'est quoi comme type d'hôpital? C'est le type de bloc ou oui, non, c'est l'hôpital pavillonnaire. C'est pour ça qu'il arrive à rentrer dedans, quoi. En fait, il y a un hôpital principal, mais il y a aussi des pavillons au contour, quoi. D'accord, mais c'est pas c'est pas un bloc d'un coup, ouais. Le grand bloc. Oui. Après s'être engagé dans un couloir avec à la main un couteau, il a été surpris par une dame qui l'a apostrophé. Il lui a alors sauté dessus et l'a poignardé. Il s'en était pris à une seconde personne qui sortait et lui avait porté plusieurs coups de couteau. Puis il était retourné à la première dame et lui avait coupé la tête, qu'il avait ensuite déposée sur un téléviseur. Pendant les faits, il s'était blessé à la main. Il décrivait sa tenue vestimentaire et faisait état de ce qu'il portait des petites vis de couleur jaune dans la poche de son blouson. Alors ça, c'est un élément qui revient, qui est surprenant en fait, parce qu'il a ces petites vis qu'il triture en fait dans sa main, dans sa poche. D'accord. Donc ça, c'est ce que lui dit, d'accord ? Il avait coupé la tête de l'une des deux victimes par dégoût de ce qu'il avait subi à Saint-Luc, donc parce qu'il a déjà été hospitalisé chez eux. Oui, donc c'est ce que j'allais te dire. Donc il a connu Saint-Luc, il a déjà été hospitalisé et. Alors pas Mais il n'était pas. Pas celui-là, parce que du coup c'était le. Saint-Luc, c'est le nom de cet hôpital, non ? Oui, non, mais pas... Ah, mais pas dans ce pavillon-là, mais pas dans ce pavillon, parce que c'est la psychogériatrie. Ouais. Au moment des faits, il pouvait avoir des gants en laine dont les bouts de doigts étaient coupés. Il portait le couteau dans son blouson sans étui. Il dessinait l'arme aux enquêteurs. Il expliquait également être un grand consommateur de produits stupéfiants, notamment du cannabis sous forme d'herbe ou de résine. Il est rentré chez lui, s'est couché et s'est endormi. D'accord. Après, ses aveux. Oui, mais c'est sûr, c'est très particulier comme. Bon, après, il y a plein d'autres trucs qu'il a dit, mais voilà. Alors, comment en est-il arrivé là ? Alors, j'ai pris beaucoup de choses depuis l'interview que j'ai vue de sa mère, qui a été donc interviewée dans l'émission Faites entrer l'accusé. C'est une émission qui dure 1h20, je crois à peu près, que je vous conseille de voir. On la trouve facilement sur YouTube. Elle est très très bien faite. Il y a aussi une émission qui a été faite par M6, il me semble. Il y a pas mal de podcasts sur le sujet qui sont très intéressants. C'est une affaire très connue, ouais. Donc, je vous conseille vivement d'aller voir. Et donc, du coup, en fait, les données viennent de sa mère. Donc, bon, voilà. Je me suis dit que ça devait pas être trop mal comme information, parce que je n'arrivais pas à trouver de détails de sites internet qui décrivaient sa vie, en fait, avant de... Donc, du coup, je me suis servi de ce que sa mère disait. Donc, Romain Dupuis est né à Bordeaux le 19 octobre 1983 dans une famille unie. Il a un grand frère.
Son père a longtemps été militaire et en 2004, il était douanier. Sa mère est formatrice dans un organisme privé. Son enfance, il y a eu beaucoup de déménagements au gré des mutations de son père. Et il a des troubles du comportement qui se manifestent très tôt. Il ne supportait pas d'être séparé de sa mère. Alors, il avait des jalousies envers les autres personnes vis-à-vis de sa mère, qui étaient violentes. Il ne voulait aucune attitude ambiguë entre les hommes et sa mère. Il fait des productions graphiques impressionnantes avec des corps transfixiés, du sang, du son. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, ce qui était affiché sur sa chambre. Mais d'ailleurs, sa copine, enfin sa compagne, je sais pas ce qu'ils avaient comme statut, s'ils étaient mariés ou pas. Non, une copine. Elle les avait pas vus. Si, elle les a sûrement vus. Et ça la choquait pas non plus. Non, j'ai aucun détail sur elle. Moi, je n'ai que le compte rendu. Après, oui, peut-être qu'ils partageaient des trucs, mais c'est chelou quand même. Écoute, nous on comprend pas parce qu'on vit pas dans ce monde en fait, c'est tout. Voilà. Donc, il a été montré à des psychologues vers 8-9 ans, il me semble, mais il n'y aura pas de suivi psy particulier. À l'école, il avait des difficultés, il était hyperactif, incapable de se concentrer. Adolescent, il chahute beaucoup en cours, il travaille pas, il gêne la classe, et il est très rapidement orienté en lycée professionnel à la fin de la 3e et termine sa scolarité avec un CAP de cuisinier. Attention, on dit bien qu'être orienté en lycée professionnel, c'est pas forcément avoir une vie ratée. Non, mais parce que c'est souvent l'idée qu'on s'en fait. Mais c'est surtout que le système éducatif français fait qu'ils savent pas gérer donc les gens qui sont pas alors que c'est des métiers hyper importants. On met sur la touche dans la filière pro en se disant, en fait, comme ils sont incapables d'aller jusqu'au bac et les études supérieures qui sont vues comme la voie royale, on les met là. Mais c'est juste le système éducatif qui fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, ça pose des soucis parce qu'on n'arrive plus à convaincre les gens de faire des métiers manuels qui sont des métiers dont on a besoin et très nobles et qui sont très utiles. Il y a beaucoup de bullshit jobs actuellement qui sont issus justement des formations universitaires parce qu'on envoie tout le monde à l'université. Mais au final, il vaut mieux être un cuisinier ou un plombier que quelqu'un qui fait un travail qui n'apporte rien à la société, quoi. Il y en a beaucoup. Malheureusement, oui. Ouais. Un de ses profs de français dira de lui que c'était un élève à part, figé et ailleurs. Il était dans un monde à part. Vers 18 ans, il commence à fumer du cannabis. Il passe des journées entières enfermé dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo violents en écoutant du rap. Jusque-là, c'est ce que les enfants de 18 ans, enfin les ados font. Tout à fait. Et tous, loin s'en faut, ne font pas... Ouais. Alors, moi, tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au tueur de la petite Anne, récemment, 11 ans, qui est décédé. Oui. C'est exactement le même profil. Je sais pas quel âge il avait, 19 ans ou 20, je sais plus. Celui qui l'a tué, dans la Seine-et-Marne, c'était ? En région parisienne. En région parisienne. Oui, c'est vrai. Et en fait, jeux vidéo violents, il écoutait des musiques pas conventionnelles, on va dire. Je ne dis pas que le rap n'était pas une musique conventionnelle, j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est... Je pense qu'en 2004, j'écoutais je pense qu'à l'époque, il y avait quoi ? Il y avait Cynic, il y avait peut-être Kenny Arcana, il y avait des choses comme ça. Hein. Ouais, mais t'étais pas conventionnel, toi, déjà. Oui, mais bon. Moi, j'ai écouté beaucoup plus de musique électro, quand même, c'est clair. Ouais. J'ai toujours écouté beaucoup plus de musique électro. Alors attention, je voudrais dire aussi à nos auditeurs qu'ils ne fassent pas d'amalgame, parce que là, je dis qu'il est hyperactif, je vais donner plein d'éléments sur lui, qui fait qu'en fait, tous les gens qui sont comme ça ne sont pas forcément des tueurs psychopathes, en fait. Ah bah non. Donc, non, mais c'est bien de clairement, préciser quand même, parce que c'est pas toujours... C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Bon, bref. Donc, je disais, il joue à des jeux vidéo violents, il écoute de la musique à fond dans sa chambre, il reste dans sa chambre en permanence. 2004, c'est la date de sortie de l'album La Rage du Peuple de Kenny Arcana, donc effectivement, pour le coup, c'est du rap un peu violent. Alors moi, autant te dire que j'écoutais... Je te ferai écouter si tu veux. Qu'est-ce que j'écoutais, moi ? Toi, Jean-Jacques Goldman et Francis Cabrel. Non, du tout. Non, à cette époque-là, j'écoutais comédie musicale. Ah oui, c'est vrai que c'était la grande époque. Bien sûr. Donc, plus inquiétant pour lui, il ne se nourrit plus que de litchi, et pas litchi. Salut à nos amis réunionnais. Et de jus multivitaminés. Litchi, jus multivitaminés, c'est tout. Ses parents l'entendent pousser des grognements et des ricanements étranges depuis le salon. Il a régulièrement des moments d'absence et de délire. Il se dit entouré de zombies.
Les premiers signes de la maladie détectés par sa mère sont vers 8-9 ans, ça je vous l'avais dit, avec les dessins, l'entente de voix la nuit, il était effrayé par ça, par lui-même, avec des sentiments de persécution. Vers 17-18 ans, suite à un retrait social de plus en plus évident, à Pau, les parents veulent le présenter à un psychiatre, mais lui il ne veut pas, il refuse. Ce sont eux qui faisaient... ils considéraient que c'était ses parents qui étaient les méchants, en fait, si tu veux. Ses parents l'empêchaient de l'amener dans sa grandeur et dans sa force. En janvier 2003, il a un AVP, un accident de la voie publique. Il se réveille au service des urgences avec de multiples fractures. À G3 de son hospitalisation, il a un gros délire avec une impression d'être un surhomme entouré de zombies et il pense que seul le cannabis et les jus de fruits peuvent le soigner. À ce moment-là, ils font venir un psychiatre et diagnostic de schizophrénie est posé. Il a une schizophrénie paranoïde dite éboïdophrénie. Alors, je ne sais pas si cette schizophrénie paranoïde dite éboïdophrène, merci, et spécifiquement celle-là est posée où ils ont juste posé le diagnostic de schizophrénie simple, on va dire. Bah du coup, tu le sors là, l'éboïdophrénie. Alors, parce que en fait, c'est ce qui ressort, mais comme il va y avoir d'autres psychiatres dans le futur, si tu veux, c'est pas précisé à quel moment ce diagnostic précis est posé. Tu vois ce que je veux dire? La schizophrénie est posée en 2003, ça c'est sûr. Après, de ce que tu m'en dis, il a les critères il a les critères diagnostiques de l'éboïdophrénie. Je sais pas si tu vas en parler. Je en parle juste après. Okay, donc je vais vous donner une petite définition, on va parler un petit peu de schizophrénie du coup. La schizophrénie est définie dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Le DSM. Ouais, c'est ça. C'est une maladie mentale chronique dans laquelle une personne perd contact avec la réalité. C'est la psychose. Okay. Elle est divisée en sous-types sur la base de la symptomatologie prédominante au moment de l'évaluation. Donc en gros, en fonction du cadre symptomatique qui va se rajouter aux pertes de contact de la réalité, on a plusieurs sous-types. C'est ça. Okay. Donc, elle se divise en plusieurs catégories selon la symptomatologie. Donc, on a la schizophrénie simple, l'hébéphrénie, schizophrénie hébéphrénie, la schizophrénie catatonique, les troubles schizoaffectifs et la schizophrénie paranoïde avec un sous-type éboïdophrénique. Ok. Donc, c'est le type de schizophrénie le plus commun. Qu'on retrouve, c'est le plus commun. Les symptômes les plus courants sont les hallucinations auditives, on entend des voix, etc. Des délires paranoïaques, croire que tout le monde veut vous nuire. Qui la différencie de l'hébéphrénie pour le coup. C'est ça. Puis, dans le cas de Romain, pour les boïdophrénies, donc il y a 2 symptômes qui se rajoutent à ces 2 principaux qu'on retrouve à peu près partout. Le comportement antisocial des malades, de la délinquance, vol, agression, vagabondage, toxicomanie, etc. Ça, c'est juste des exemples de comportements antisociaux, sachant que c'est pas forcément... faut imaginer que c'est simplement le côté je suis pas inclus dans la société, j'ai pas les mêmes règles. Donc en fait, ils font des trucs, mais sans forcément avoir conscience que c'est mal. Ils font simplement des trucs hors la société. C'est ça. Donc en fait, en gros, on a hallucination auditive, délire paranoïaque, et là, dans le cas de l'hyboïdophrénie, c'est le comportement antisocial des malades. Donc, c'est une maladie qui se rencontre sans grande surprise fréquemment chez les personnes en rupture sociale. Le délire se manifeste souvent c'est épisodique en fait, c'est pas en continu. On reprend un petit peu l'histoire de Romain. Donc là, il a eu son accident de la voie publique, il est diagnostiqué. Puis vient un premier internement en hôpital psychiatrique avec traitement chimique et qui est hyper efficace chez lui. Il n'a plus de délire, enfin vraiment, il est recadré, il est vraiment très bien. Il sort 15 jours plus tard de son hospitalisation avec une ordonnance de neuroleptique quotidiennement et un suivi psychiatrique mensuel. Mais Romain, lui, il est en déni complet de sa maladie, il dit qu'il n'est pas du tout malade. Malgré le fait qu'il ait eu plus de symptômes, en fait, il se considérait pas comme un malade. Et ça, c'est un... ça va être l'autoroute vers le fait de ne plus prendre ses traitements. Il prend plus ses traitements dès sa sortie. Et il s'enfonce de plus en plus dans sa schizophrénie. Il quitte la maison familiale pour s'installer en centre-ville, il traîne avec des jeunes SDF.
Il fume du cannabis jusqu'à 10 joints par jour quand même. C'est à ce moment-là qu'il commence à porter en permanence sur lui des couteaux. Il est décrit comme renfermé sur lui-même, il est marginal, n'ayant de contact avec le monde extérieur que pour se fournir en cannabis. Donc là, on retrouve les symptômes. Les parents, qui sont très inquiets, redoutent le pire par un passage à l'acte et multiplient les courriers auprès des psychiatres, de la police, du SAMU pour prévenir et demander de l'aide. Faut savoir que sa mère note tout depuis 2001 parce qu'elle a très souvent des refus. On lui demande d'arrêter, sinon c'est, entre guillemets, elle qu'on va enfermer. C'est tellement classique. Et c'est tellement rageant. Ouais. Ah ben oui, ça fout les boules, quoi, hein, c'est clair. Il est régulièrement hospitalisé, il prend ses traitements à chaque fois, il va mieux, il sort, il va pas voir l'accompagnement mensuel. Et donc du coup, il prend pas conscience de sa maladie. Bah oui. Et ça recommence comme le serpent qui mord sa queue, quoi. Hein. Pas d'accompagnement chimique temporaire, enfin voilà, voilà. Une de ses ex-petites amies, alors pas celle-là, apparemment encore une autre, qui va parler de ses délires. Un jour, il serait senti agressé par des oiseaux et il en aurait décapité 2 d'entre eux. Voilà. Donc, sympathique. Oui, on est toujours dans la même ligne de conduite sur l'obsession de... l'hétéro-agressivité facile, quoi. Alors, on en arrive au vendredi 17 décembre. Oui, parce que finalement, tout ça, ça va assez vite. Depuis le moment de son accident, son diagnostic, tout ça, on est sur ça. Oui, parce que c'était j'ai dit en 2003. Oui, c'était l'année d'avant, tu as dit. Oui, 2003, c'est janvier 2003. Donc on est à peine quasiment 2 ans. T'as vu comme je t'écoute avec attention, ma chère Blue Liners. C'est seulement parce que ça t'intéresse. Bah oui. Tout ce que tu dis m'intéresse. Private joke. Genre personne n'a compris, tu sais. Ah oui, le vendredi 17 décembre après-midi, les parents de Romain, plus un éducateur spécialisé qui le suivait depuis quelques semaines, vont le voir dans son appartement. Ils le trouvent dans son lit, enfoncé dans son lit, apeuré, il est scarifié au visage, il a un manteau, le manteau qu'il porte est en lambeaux. Si je me souviens mal, je ne l'ai pas noté, mais je sais qu'il était censé, ses parents ont essayé de le motiver en lui disant va voir l'éducateur, il te donne un rendez-vous dans 2 heures, on va dire, dans 2 ou 3 heures. Et ça va te faire du bien, de sortir et puis de voir un éducateur spécialisé. Sauf qu'il n'est jamais allé à son rendez-vous, qui après coup, l'éducateur a dit que ça ne l'avait pas surpris. Après, on n'a pas dit tout à l'heure quand on a parlé un petit peu de la définition, mais il a typiquement l'âge auquel on développe ce genre de trouble. Tout à fait, ouais. Ah oui, non, j'ai pas donné les âges, mais c'est à peu près à partir de 15-20 ans où entre 20 et 30 à peu près. C'est ça, ouais, où on trouve où les premiers symptômes apparaissent. Il a 21 là, je crois. Là, il a 21 ans, ouais. Alors, donc là, je vous ai raconté un petit peu sa vie. Maintenant, on va passer. Donc, il avait été arrêté par les 3 policiers. Il a passé une garde à vue. Il a fait ses aveux. Et on en arrive à aux premières expertises médicales, qui commencent en mai 2005. 4 mois après les faits, et cette première expertise médicale est signée par Dr Jean-Claude Chanceau, qui fait son expertise médicale seul. On en a mandaté qu'un seul. Il l'a expertisé juste après son arrestation, puis l'a réexaminé 2 fois plus longuement à l'unité des malades difficiles à Cadillac, près de Bordeaux. Pour lui, il a des troubles importants de la personnalité, mais c'est pas dans le délire permanent du schizophrène. Il pense que c'est la consommation massive du cannabis qui provoque chez lui des bouffées délirantes. Donc on est toujours sur l'idée d'épisode, quoi. Il conclut que le discernement de Romain était seulement altéré au moment des faits. Romain ayant conscience de ses actes, il est donc accessible à une sanction pénale. On a une reconstitution qui est organisée le 2 août 2005. Le médecin est d'autant plus d'accord dans son premier jugement suite à ça. En fait, avec la reconstitution, il revalide ce qu'il a écrit dans sa première expertise, si tu veux. Sous traitement neuroleptique, Romain se plie facilement à l'exercice et apporte même des précisions. Il s'était d'abord dirigé vers le pavillon qu'il l'avait accueilli lors d'une précédente hospitalisation, mais voyant qu'il était désaffecté, il va vers le pavillon le plus proche, qui était celui de psychogériatrie. De la psychogé, là où il a commis ses meurtres. Oui, donc il a pas d'amnésie de l'épisode, il a pas de... Ah non, c'est lui. Là, ce que je viens de vous dire, voilà, c'est lui.
Il est coopératif, il rejoue toutes les scènes, il est calme, posé et a des souvenirs précis, mais n'est pas confus. Ce qui évoque à l'expert médical que Romain n'était pas en plein délire la nuit des meurtres. Sauf que, il y a un petit mais, lors de la reconstitution, il se trompe sur un élément important, le nombre et la direction des coups de couteau. Il parle, lui, de 2-3 coups de couteau, alors qu'il y en a 7 fois plus au niveau du thorax. Il parle pour T'avais dit autant de coups de couteau tout à l'heure ? Tu l'avais pas dit ? Non, j'ai pas dit, j'avais pas trouvé le nombre. Du coup, ça fait une vingtaine de coups de couteau au niveau du thorax. Je pense que c'est surtout entre les deux, en fait. Il parle pour la première fois aussi d'une hallucination qui lui a fait réaliser la décapitation de l'infirmière, Chantal. Il explique qu'il a porté des coups de couteau, que Chantal était allongée par terre. Il est parti voir Lucette dans une pièce à côté pour la poignarder, et quand il est revenu, Chantal était assise sur une chaise près d'un rideau, et c'est là qu'il a l'impression d'avoir affaire à une morte vivante. Elle est ressuscitée, il n'y a qu'un seul moyen de la tuer, la décapiter. Ouais, d'où la conclusion que tu disais tout à l'heure et que je te demandais si c'était l'hémothorax qui l'avait tué ou la décapitation. Et visiblement... Elle avait peut-être des mouvements encore... Non, mais elle était peut-être pas morte de son hémothorax. Elle a essayé de se mettre assise pour respirer. Et puis finalement, c'est... Ok, donc c'est horrible. Oui. L'expert ne change pas ses propos sur son avis, sur son expertise. Pour lui, c'est le seul élément... Pour lui, c'est l'élément d'une ébauche d'émotion, un vacillement de Romain, mais qui reste un peu anecdotique. En fait, il est tout à fait... conscient de ce qu'il a fait durant la nuit de ses actes. Dans le rapport complémentaire, suite à la reconstitution, le docteur Chanceau ajoute que Romain est un tueur psychopathe et qu'il n'est pas un schizophrène. Eh oui. Donc là, on part sur autre chose. Eh oui, ça change un peu. En tout cas, pour la justice, ça change quelque chose. Oui, donc ça veut dire qu'il est apte. Qu'il est pénalement responsable. Ouais, c'est ça. Sauf que, pour rappel, Romain a été arrêté à la base pour avoir voulu tuer des agents de la BAC. Un deuxième rapport d'expertise, lui, sera fait dans l'affaire de la tentative d'homicide des policiers juste avant son arrestation. Ah oui, quand il avait tiré sur les policiers de la BAC, qui étaient venus l'intercepter pour avoir fumé du cannabis. Les experts médicaux, eux, disent complètement l'inverse. Ils seront 2 à avoir examiné Romain à Cadillac, et les faits reprochés sont en lien, pour eux, les faits reprochés sont en lien direct avec sa schizophrénie diagnostiquée. Ouais, celle qui était déjà connue dans son dossier, tout ça. C'est ça. C'est une schizophrénie dont le thème de la persécution est prépondérante et il est suivi en permanence selon lui. Les médecins, les soignants font partie de ces persécuteurs qui veulent l'ensuquer. La tête de l'infirmière a été déposée sur la télévision car c'est un élément de surveillance par excellence, selon Romain. C'est ce qu'il a dit. Donc du coup, il l'a posée sur la télévision. Pour les 2 médecins, les diagnostics de schizophrénie a été difficile car Romain nie sa maladie. Il n'a pas de bouffée délirante en permanence. Et il a fallu beaucoup de temps avec de longs entretiens pour valider le diagnostic. Les 2 experts notent alors dans le rapport officiel que le discernement de Romain, lui, était aboli et il n'avait pas conscience de ses actes. Donc là, on rebascule sur le côté c'est un malade psychiatrique, c'est pas un psychopathe, et donc il doit être... Sur l'autre affaire, du coup, pas sur l'affaire des 2 soignantes. Ouais, mais le problème, c'est qu'il peut pas être jugé d'un côté pénalement responsable et d'un autre côté pénalement irresponsable. Donc là, on a 2 expertises contradictoires. En novembre 2005, le nouveau juge d'instruction demande donc une contre-expertise à un collège d'experts qui va durer, attention, plus de 2 ans. C'est pas étonnant. 6 experts vont se succéder et vont parler d'abolition du discernement. Donc du coup, sur les 9 experts, il y a seul le docteur Chanceau le déclare responsable de ses actes. Ouais. Les 8 autres le déclarent irresponsable. D'accord. Donc, ok. Après, c'est des expertises, les juges font ce qu'ils veulent. Alors, dans notre prochain épisode, je fais un petit teasing. On va parler pas mal d'expertise médico-légale et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, suite à toutes ces expertises, les familles des victimes ont peur que le procureur ne demande un non-lieu. Donc, Romain échappe à un procès et à la prison. Les familles organisent début 2006 une marche blanche pour réclamer un procès en cour d'assises pour la reconnaissance des faits ainsi que pour la modification de l'article 122-1 du code pénal, dont je vous parlerai un peu plus dans 3 minutes. Les familles pensent... Top chrono.
Les familles... C'est moi qui fais le montage, alors du coup, je peux faire ce que je veux. Si ça se trouve, je vais mettre un clip de 3 minutes et puis tu vas te louper. Arrête de m'empêcher de parler. Les familles pensent... Vas-y, Bloodiners, tu peux y aller. Les familles pensent qu'il simule ces bouffées délirantes, car au fur et à mesure des expertises, il ajoute des éléments délirants. Des voix en plus, enfin tout un tas de trucs un peu délirants en plus. Son avocat lui dira que non, qu'il a bien des bouffées délirantes, qu'il est bien schizophrène, mais comme il est traité et que ses traitements fonctionnent très très bien sur lui, ses réflexions, quand il prend conscience un peu des choses, l'amènent à mieux cerner ce qu'il a fait. Lui-même, comme le problème, c'est que lui, il nie toujours sa pathologie encore. Hein. Et ça, c'est un peu le fil rouge même jusqu'à aujourd'hui. Hein. Comme il nie toujours sa pathologie, il demande à aller en prison avec les gens normaux et qu'il n'a rien à faire à l'hôpital de Cadillac, en fait. Donc, en fait, il est plutôt d'accord avec le reste de la famille, quoi, finalement. Alors, le procès, est-ce qu'il va avoir lieu ? Donc là, on part... on peut se poser la question suite à ces expertises. Hein. Donc, on va parler de l'article 122-1 du Code pénal pour commencer. Donc là, je vais vous lire la version qui était en vigueur du 1er mars 1994 au 1er octobre 2014, que vous pouvez retrouver sur archives.gouv, Légifrance. C'est formidable, toutes ces lois, c'est fantastique. Donc, nous trouvons... C'est pas vrai, Elman, n'y allez pas. Vous allez vous perdre. La personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Donc, il faut déterminer en procès, en cour d'appel, si oui ou non Romain Dupuis est pénalement responsable et avoir oui ou non un procès. Donc c'est en janvier 2007 que les deux dossiers sont joints, les deux meurtres plus la tentative d'homicide des policiers. Il est confié au juge Donadieu en cour d'appel. Du coup là on est en cour d'appel, on n'est pas en cour pénale. Mais juste la qualification c'est quoi ? C'est homicide volontaire, c'est assassinat, ils envisagent la préméditation, c'est pas encore ? Non, là on n'est pas du tout là-dedans, on est sur est-ce qu'il est pénal ou est-ce qu'il est responsable. On va voir après. Altéré ou pas altéré, quoi. Okay. Là, c'est le truc qu'il faut faire. Donc, du coup, il est confié à un juge en cour d'appel pour savoir si oui ou non Romain a oui ou non un jugement aboli et s'il a le droit à un procès. Des compléments d'expertise sont demandés à tous les experts ayant vu Romain, donc les 9 experts. Tous gardent la même expertise, sauf le docteur Chanceau, qui ajoute un petit détail dans son nouveau rapport et ajoute une altération importante du discernement. Il ajoute le mot importante. Altération importante. Les réquisitions du procureur de Pau, le 20 août 2007, sont rendues suite à cela. Il demande un non-lieu. Ouais, pas étonnant. Voilà. Alors, les familles des victimes redoutent qu'il renonce au procès. Alors là, on est sur le procureur qui demande un non-lieu. Le non-lieu n'a pas eu lieu. C'est le procureur qui demande, c'est pas encore validé. On est d'accord ? Oui, complètement. Donc les familles des victimes redoutent qu'il renonce au procès, que le juge renonce au procès. C'est là que le 24 août 2007 arrive Monsieur Sarkozy, Nicolas, de son petit prénom, qui était le président à l'époque. Il intervient dans cette affaire. En fait, il est venu faire une visite dans la région à Bayonne. Et en fait, le mari de Lucette, l'aide-soignante, qui souhaite éviter le non-lieu, appelle le jour même ou la veille, je ne sais plus quoi, appelle l'Élysée. Et à le secrétariat, il explique qu'il souhaiterait parler au président. Et en fait, le président accepte de les rencontrer. Les familles sont reçues en privé par le président, qui est d'accord avec leur demande de procès et demande à Madame Rachida Dati, ministre de la Justice, de les recevoir. À la sortie de l'entretien, le président fait une déclaration. « Je veux qu'il y ait un procès pour que les familles fassent leur deuil, qu'il y ait une reconnaissance des faits. » Point. Alors, on passera sur l'indépendance Exactement, de la justice et de l'exécutif. Là, c'est... C'est ça. Voilà. Donc là, j'ai noté « Un climat de pression s'installe. » Un petit peu. Oui, mais en même temps, normalement, il n'a pas... Non, il n'a pas donné son avis, quoi. Donc les familles sont reçues 24 heures plus tard, donc c'est assez rapide quand même, par la garde des Sceaux, Rachida Dati. Elle leur annonce qu'elle souhaite organiser une audience spécifique pour les malades mentaux et supprimer le terme de non-lieu psychiatrique. Les familles se sentent écoutées. Donc là, on a un grand débat national en France, parce que bien sûr, toute la presse part de ça, hein, évidemment, avec un projet de loi en réflexion en arrière-fond.
On revient sur le juge qui, malgré la pression évidente, fera quand même un non-lieu. Il se base sur la loi existante, en fait, et il fait tout à fait. appliquer la loi existante. Oui, oui. Et et ça correspond, voilà quoi. Les familles font immédiatement appel, et cet appel sera fait le 7 novembre 2007. 7 novembre, oui. En public, à Pau. Là, on est sur un jugement public. Alors, si j'ai pas tout compris, mais apparemment, c'est pas en public normalement. Là, c'est fait en public. Les 3 juges doivent se prononcer sur le bien fondé du non-lieu psychiatrique et pas de la culpabilité de Romain, pour rappel. Et oui, mais ça, c'est de la technique judiciaire classique. En fait, on a une question, on doit répondre à la question, et l'autre question que tout le monde, la seule question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il est coupable ou non, indépendamment de la machinerie judiciaire. En fait, ils n'ont pas à y répondre pour l'instant, ils ont déjà une autre question à répondre avant. Oui. Et ça, c'est très particulier à comprendre pour les gens. Du coup, les 3 juges doivent se prononcer sur le bien fondé du non-lieu psychiatrique et pas de la culpabilité de Romain pour savoir s'il est responsable de ses actes et être jugé en cour d'assises. Lors du procès, tout le monde est surpris, car il présente bien. Il ne ressemble pas au monstre qu'on s'imagine. C'est monsieur tout le monde. Tu veux voir la photo ? Ouais, je veux bien. Je l'ai peut-être déjà vu, mais... je l'ai sans doute déjà vu. Tu es prêt ? Ouais. Tiens. Alors ? Eh ben écoute, il me ressemble beaucoup cet homme-là. C'est peut-être parce que c'est toi. Ah ouais. Excusez-nous. Chers auditeurs, j'ai mis une belle photo de lui. Elle m'a sorti une grande photo de moi en A4. Tête de psychopathe. Comme si j'étais un psychopathe. Bon, ça peut vous paraître horrible que je rigole pendant une histoire pareille, mais bon, faut rigoler aussi. Non, puis en plus, là, c'est elle rit de moi et pas du cas. Ah non, pas du tout. Oui, il présente normal, en fait, c'est un jeune homme. C'est ce que disait le journaliste, là, l'extrait du journal que j'ai dit au début, tu sais, à l'introduction. Taille moyenne, je dirais qu'il fait 1m75-80, il doit faire 65 kilos à peu près, plutôt pâle de peau, les cheveux un peu longs comme ça. Mais, il n'est pas spécialement moche non plus. Non, oui, c'est ça, il est normal, vraiment tout ce qui est... C'est monsieur tout le monde, quoi. Complètement. On le croise dans la rue, on n'a pas forcément... pas forcément se cacher, avoir peur. C'est ça. Le premier jour, donc, c'est lui qui est à la barre. Il est cohérent dans ses propos, mais passe à des propos délirants en quelques secondes. Alors, il passe dans ses propos délirants, mais en restant calme, en fait. Tu comprends ou pas ? Il les critique ou pas ? Parce que ça... Est-ce qu'il critique ce qu'il a fait ? Alors, non. Est-ce qu'il critique ses propos délirants ? Parce que ça, concrètement, c'est important de savoir si la personne qui a des délires est en train de se rendre compte qu'elle a des délires et que ça correspond pas à une réalité, ou si au contraire ça fait partie de sa vie et qu'elle les a intégrés dans son fonctionnement. Pour lui, il nie toujours sa maladie là. On est toujours sur. Donc quand ça sort comme ça, c'est naturel en fait. J'ai rien trouvé en tout cas qui montrait l'inverse. Ok. Le second jour, ce sont les experts psychiatriques qui défilent et restent sur la même ligne de conduite de leur expertise rendue plusieurs mois plus tôt. L'abolition du discernement de Romain lors des faits. Malheureusement, le public ne les suivra pas car, n'arrivera pas forcément à suivre les expertises médicales. Les gens veulent du sang et veulent du... Non, c'est pas ça. Peut-être que j'ai mal dit ma phrase, mais en fait, le public ne comprend pas les expertises médicales parce qu'en fait, ce sont des discours hyper techniques et qu'ils n'adaptent pas du tout à leur auditoire. Donc, ils perdent leur public, en fait. Si tu veux, surtout, quand tu regardes, par exemple, tout à l'heure, on discutait de la différence entre les différentes schizophrénies, alors c'est déjà compliqué les pour nous. L'éboïdophrénie, c'est sûr que tu peux pas convaincre un public comme ça, surtout que le public, lui, il a le responsable, et la seule chose que les gens veulent, c'est que ce responsable soit rendu responsable. Non, mais soit exclu de la société, qu'il puisse pas recommencer en fait, quel que soit le mode. Et là, si tu leur dis, en fait non, il passera peut-être pas en procès, il ira jamais en prison, et que derrière, on va le soigner et qu'on voit bien que le soigner, ça veut dire que peut-être un jour, on va décider qu'il est suffisamment soigné pour pouvoir être dehors. Tu peux pas convaincre les gens que ce soit là. C'est pas rationnel pour les gens. Même si médicalement, ça a un sens, c'est pas rationnel pour les gens. Donc, je comprends que le public le suit pas parce que
c'est pas ce que les gens veulent. Et puis derrière, c'était Sarkozy qui soufflait sur les braises, quoi. Quand t'as le président de la République qui dit oui, c'est sûr. il faut un procès, il faut remanier la loi, ici et ça. C'est pas serein en fait comme approche. C'est ça. Donc deuxième jour les expertises, personne ne comprend rien, et que ça soit le public et les professionnels de la justice aussi. Hein. Donc ça rend le suivi un peu compliqué. Ouais. Troisième jour, l'avocat général confirme sa demande de non-lieu. Celui-ci s'adressera à la famille en direct en leur expliquant qu'un non-lieu, ça ne veut pas dire que les faits n'ont pas eu lieu, mais que Romain Dupuis ne pouvait pas être jugé pour des actes où il n'avait aucun discernement. Les familles sont en colère malgré tout. On a parlé de Romain, de sa maladie, mais quasiment pas des victimes. Tout à fait. Donc ils sont hyper en colère pour ça. Un mois plus tard, le 14 décembre 2007, les 3 juges de la chambre d'instruction valident leur ordonnance de non-lieu psychiatrique. Romain est donc libre pour la justice, mais reste interné en UMD, unité pour malades difficiles, à Cadillac, en raison de sa dangerosité. Romain ne dira qu'une seule chose à ce moment-là, mes parents vont être contents. Il n'aura jamais émis d'avis personnel sur ce qui s'est passé, aucun regret, aucun affect. Ouais. Mais ça, c'est... tu vois, dans le domaine médical, on dit que ce qui est médicalement possible n'est pas forcément humainement souhaitable. Et bien là, je suis persuadé que dans le domaine judiciaire, c'est un peu la même chose qui est juste aux yeux de la justice, judiciairement légal, ou en tout cas correct, n'est pas forcément humainement souhaitable. Ou ne peut pas être admis par le grand public. Et là, les histoires de... parce que ce genre de profil, en fait, les gens demandent à ce qu'il soit sorti de la société, en fait, quel que soit le mode. Et là, il y a, pour les gens, pour le commun, en fait, l'impression qu'il n'y a pas de justice, en fait. Ouais. Après, c'est pas une sinécure, loin s'en faut, d'être en UMD... et que potentiellement tu peux y être toute ta vie en UMD, hein, c'est pas... Voilà. On va, alors là, je vais vous passer je vais vous parler, on va traiter un petit peu les conséquences sur la loi, puis après je vous reparle de Romain Dupuis, parce que là finalement l'affaire se termine entre guillemets là. Il n'est pas responsable, il n'aura pas de procès, il va simplement se faire soigner il va se faire soigner en psychiatrie. Point. Ouais. L'histoire est réglée. Donc, à l'époque, suite à ce drame, le gouvernement a jugé nécessaire de légiférer sur le système de rétention à nouveau. Et le 28 novembre 2008, il propose une loi... Rétention de sûreté, là, du coup. Oui. Et il propose une loi qui est émise devant le Conseil des ministres. Alors, c'est hyper compliqué à comprendre. Donc, c'est du jargon judiciaire, voilà. Donc, je vous passe la lecture. En gros, les gens qui ont été condamnés font leur peine et à l'issue, on les réévalue. Et si on estime qu'ils présentent toujours un critère de dangerosité pour la société en particulier, alors là, on parle des crimes les plus graves. Hein, je crois qu'il y a viol, il faut avoir été condamné à plus de 15 ans. Sur une victime mineure, sur une victime notamment mineure, d'assassinat, de meurtre, d'actes de torture, de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration. Ouais, mais alors c'est pour des gens qui ont eu une peine, mais ceux qui n'ont pas eu de peine, qui sont en hôpital psychiatrique, ça les concernait aussi. Donc cette loi a suscité de vives critiques de la part des juristes, de personnalités politiques et d'associations de défense des droits de l'homme. Le concept de dangerosité, entre guillemets, est jugé flou et sans fondement scientifique, remettant en cause le principe fondamental du droit pénal selon lequel une personne ne peut être punie que pour des actes qu'elle a commis et non pour des risques qu'elle pourrait représenter. Le Conseil constitutionnel, saisi par l'opposition, a tout de même validé la loi tout en censurant son application rétroactive en raison du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. Ouais, c'est sûr. Elle est adoptée le 25 février 2008 et elle paraît au journal officiel le 26. Cette loi instaure aussi une audience publique devant la Chambre de l'instruction pour statuer sur l'irresponsabilité pénale d'un individu. Oui, c'est ce que tu disais. Lui, il a bénéficié, entre guillemets, d'un régime d'exception parce que ça avait été rendu public, mais d'habitude, ça se fait en plus. Et ce qui est d'autant plus compliqué à comprendre pour les familles, ça se fait à huis clos, juste de façon technique judiciaire.
Et potentiellement, tu dis, bah non, circuler, il n'y a plus rien à voir, la justice ne s'en mêlera pas, et même si le crime était horrible, et si et ça, quoi. Et donc oui, je peux comprendre que pour au moins donner quelque chose au public, il y ait... surtout aux familles. Oui. Donc on statue sur les responsabilités pénales d'un individu en raison de ses troubles mentaux. Si la responsabilité pénale est reconnue, la culpabilité est néanmoins établie et le crime est inscrit au casier judiciaire de la personne concernée. Cette procédure vise à reconnaître les droits des victimes tout en tenant compte de l'état mental de l'accusé. On a quelques autres dispositions qui sont prises. La surveillance de sûreté, c'est une mesure complémentaire à la rétention de sûreté. Elle permet de soumettre à une surveillance renforcée, incluant éventuellement un placement sous surveillance électronique mobile, les individus présentant une dangerosité particulière après leur libération. Le deuxième, c'est l'accès au FIJES, c'est le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Aux maires, donc les maires et les présidents de conseils généraux et régionaux peuvent accéder à ces fichiers via le préfet, pour les décisions administratives concernant des activités en contact avec des mineurs. Donc en gros, ils peuvent vérifier si les gens qui veulent travailler au contact des mineurs sont inscrits pour aller animer la colonie de vacances ou je sais pas quoi. C'est ça. Et enfin, le dernier élément de cette loi, c'est le traitement médical. Elle modifie les conditions de prescription des traitements médicaux visant à diminuer la libido des condamnés en supprimant l'exigence d'un agrément spécifique pour les médecins prescripteurs. Les castrations chimiques, les choses comme ça. Ouais. C'est ça. Ensuite, deuxième chose qui a un peu changé, c'est le plan santé mentale 2010, pardon. Donc, il a été demandé suite à ce drame par le ministre de la Santé, donc Douste-Blazy. Philippe Douste-Blazy, ouais. Il dresse un état des lieux de la santé mentale en France. Il relève et propose une inadéquation de l'offre de soins et des divisions entre prévention et traitement, des dysfonctionnements dans la prise en charge des malades et en psychiatrie avec proposition de plusieurs mesures pour améliorer, une ouverture de la prise en charge par le développement de l'information au grand public, le renforcement de la prévention et l'accueil, le développement des réseaux en santé mentale plus son accompagnement, favoriser et renforcer les liens entre patients, familles, professionnels, renforcer et améliorer les formations continues des professionnels sur la maladie mentale, développement de la recherche en santé mentale et enfin, programme spécifique, prévention, suicide, programme sur les détenus et auteurs d'agressions sexuelles, etc. etc. Donc en gros, ça, on aime bien en France faire des grands plans comme ça, et puis finalement, en 2025, Emmanuel Macron indique que la santé mentale, c'était grande cause nationale, et que finalement, on n'a pas avancé. Vraiment avancé. On n'a pas avancé, et je crois même qu'on a plutôt reculé. J'ai cherché où est-ce que ça en était, ce truc. Alors, autant ça a marché relativement bien sur les plans cancer. Oui. Ça a un peu marché sur c'était c'est Chirac qui avait fait le plan. Alors, il y a eu plusieurs plans cancer qui ont fait avancer. Alzheimer, ça a avancé un peu, mais psychiatrie, j'ai pas. Encore une fois, c'est pas mon domaine, mais j'ai pas des masses de recul sur le fait que ça ait fondamentalement fait changer les choses. Bon, alors désolé pour ce petit passage un petit peu plus, on va dire administratif à la française. Vous pouvez voir comme c'est très sympa à nos amis des autres pays qui nous écoutent. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Alors on revient un tout petit peu en avant. On est en 2022. Romain était toujours hospitalisé en UMD à Cadillac. Il faut savoir que les UMD, donc les unités pour malades difficiles, toujours, sont des lieux considérés comme des unités proches du milieu carcéral. Ces endroits sont pour des personnes qui sont dangereuses pour autrui, mais surtout pour elles-mêmes. Tout est fait pour leur propre sécurité ainsi que celle des professionnels. Tout est comptabilisé. Il y a le nombre de fourchettes, les cuillères, les brosses à dents. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de cure-dent là-bas. Le mobilier est scellé au sol ou au mur. Les déplacements sont contrôlés. Enfin, vraiment, c'est un milieu carcéral de la santé, on va dire. Après, même si les soignants là-bas essaient de faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Oui, mais... C'est à Saint-Julien, à Metz, qu'il y en avait un. Je sais plus comment il s'appelle. Non, je sais plus du tout. Il n'y en a pas 150 en France, non plus. Donc depuis 2018, les avocats de Romain Dupuis font la demande auprès de la justice de changement d'unité. Ils veulent qu'il aille dans une unité, un service classique de psychiatrie,
toujours sous le régime de l'hospitalisation complète, hein, mais un changement radical, on va dire, d'unité un peu moins carcérale, quoi. Selon la médecine, depuis 2018, Romain est stabilisé dans son état. De 2018 à 2022, c'est pas moins de 5 commissions judiciaires qui avaient statué positivement sur le placement de Romain Dupuis en service traditionnel avec mesure d'hospitalisation complète. Malgré cet avis constant, la préfecture de Nouvelle-Aquitaine n'a jamais pris aucun arrêté pour acter le transfert de ce malade. On comprend aussi, hein, c'est un peu compliqué, c'est un sujet quand même super délicat, on va dire. Bah, par rapport aux familles, oui, par oui, rapport et à... puis par rapport aux soignants, Ouais, tu as une décision administrative. Alors déjà que la décision judiciaire, elle n'est pas comprise par ni la population, ni les familles, ni les soignants. Donc clairement, après, tu as une autre décision judiciaire qui dit c'est bon, circuler, il n'y a plus rien à voir, il n'a pas besoin d'être en UMD, avec les moyens de l'UMD malgré tout. On le met simplement en hospitalisation complète, dans des services d'hospitalisation complète qui sont déjà à l'os, où il y a un taux d'absentéisme que tu disais tout à l'heure qui est énorme, où les malades, on ne sait déjà pas quoi en faire, où il y a un turnover parce que c'est important, de faire tourner les places, parce que et donc là on le dit, maintenant on peut en faire un malade classique. C'est juste. C'est éthiquement compliqué. Ouais, c'est vraiment pas audible pour les gens, quoi. Ouais. Donc du coup, la préfecture ne prend pas l'arrêté qu'il faudrait faire, alors même qu'il convient à l'autorité administrative de le faire, comme en dispose le Code de la santé publique. De mois en mois, d'année en année, hein, du coup on est sur 4 ans là, le juge judiciaire et le juge administratif se renvoient la balle pour savoir lequel est compétent sur cette question. Le 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention, qui contrôle tous les 6 mois les hospitalisations sans consentement, autorisait la fin de son placement en unité pour malades difficiles et son transfert dans un service de psychiatrie ordinaire. Il faut savoir, je ne l'ai pas noté là, mais cette même juge des libertés avait refusé, je crois 1 an avant, un truc comme ça, ou quelques mois en tout cas, de le faire parce qu'elle ne se considérait pas compétente. Et là, ça a été redemandé, elle s'est considérée comme compétente. Le parquet de Bordeaux et la préfecture, qui se sont toujours opposés à ce transfert, ont fait appel dès le lendemain, niant la compétence du juge judiciaire en ce qui concerne ce sujet. Dans un communiqué de presse, la Ligue des droits de l'homme s'était félicitée de la décision de cette juge, prise en dépit des pressions potentielles de l'opinion publique, considérant qu'elle ouvrait la voie au contrôle nécessaire par le juge judiciaire des mesures de placement en UMD. Une décision qui doit bénéficier à toutes les personnes hospitalisées d'office et devenir la norme. Suite à ça, la Cour d'appel à la mi-juin 2002 statuait à nouveau non pas sur la décision du juge des libertés et de la détention, mais sur le fait que le juge ait autorisé le transfert d'un malade dans une autre unité. Qu'en fait, on est toujours pareil, on répond à une autre question avant de répondre à la question initiale. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est judiciairement correct que c'est humainement souhaitable. Ah oui, tout à fait. Donc la question étant de savoir si le juge de... Et la Ligue des droits de l'homme, là-dedans, elle joue toujours un jeu un peu trouble, dans le sens où c'est sûr que... en fait, selon elle, il faudrait jamais enfermer personne, mais comme si tout le monde était... était tout gentil et ne faisait pas de soucis, mais sauf qu'à un moment, comme on dit, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres, et si tu commences à être agressif ou à pas être apte à vivre en société, à un moment il faut savoir protéger le monde, la société, ouais. Et le problème, c'est que tu protégeras pas les soignants qui sont en hospitalisation complète, parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour compter les fourchettes, compter tu vois. C'est ça. C'est toujours pareil. Ils opposent des grands principes très théoriques à une réalité pratique qui est pas du tout la même, quoi. Ouais. Bon, c'est comme ça. Donc la cour d'appel va statuer en défaveur de la juge. Le juge n'a pas le pouvoir d'annuler une décision administrative ni de se substituer à l'autorité administrative. La juridiction reconnaît cette situation de blocage engendre une légitime incompréhension de la part de Romain Dupuis et est susceptible de rejaillir sur l'évolution positive de son état de santé. Parce qu'en fait, Romain Dupuis, à la sortie de cet appel... C'est quand même le
personnage dont on s'est le plus occupé dans toute l'histoire, en fait. Ah oui, oui, par rapport aux victimes, tu Par parles. rapport aux Ah oui, victimes, complètement. enfin, je veux dire, c'est un peu hallucinant. Enfin, c'est normal de s'en occuper et honnêtement, il a sans doute besoin de soins, mais enfin, je pense qu'on n'a pas mis Bah oui, autant de regarde moyens. le peu d'informations que je t'ai données sur Ouais. les victimes. On a vraiment mis peu de moyens pour aider. J'espère qu'ils ont eu une assistante psychologique, ils ont eu un suivi, ils ont eu et là on met un maximum de moyens, de temps, d'énergie sur son. Bah, d'ailleurs, c'est à cette chaque fois le destinée, cas quoi. quand on parle de sujets de personnes dans son cas qui commettent des crimes, pour le peu de gens Ah oui, c'est sûr. qui sont malades mentaux comme ça, qui commettent des crimes. Le problème, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, on oublie les victimes et on ne parle que de eux. Et en fait, et je pense que c'est ce qui peut mettre on va dire, les familles et la population en colère aussi. Complètement. Ouais. Bref, Romain Dupuis va dire à la sortie de la cour d'appel pourquoi on s'acharne sur moi. Voilà. Le 15 septembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux ordonne la mainlevée de la mesure du placement en unité pour malades difficiles de M. Romain Dupuis. Ouais, je me rappelle de ce jour-là. Ouais. Cette décision est aussi susceptible de s'appliquer aux mesures de transfert disciplinaire d'une unité habituelle d'un établissement psychiatrique vers une unité sécurisée de type unité de soins intensifs ou unité pour malades agités et perturbateurs. Sur ce point, c'est quiconque a affaire à une hospitalisation psychiatrique, y compris libre, qui peut être concerné par cette jurisprudence. Dans la foulée, le parquet de Bordeaux n'ayant pas décidé de poursuivre en cassation, Romain Dupuis a été transféré en service psychiatrique général en hospitalisation complète. Il est dans un service aux conditions plus souples, mais reste en secteur fermé quand même. Secteur fermé, après en psychiatrie, il faut savoir, il y a plusieurs types de services. Donc on a le secteur ouvert, c'est-à-dire que les gens peuvent sortir de l'hôpital, se balader, ils sont hospitalisés, ils dorment à l'hôpital, mais peuvent se balader dans l'hôpital et voilà, après les portes sont lourdes. Hein. Et ils doivent se soumettre aux soins selon le contrat qu'ils ont passé Exactement. avec les soignants. Il y a des contrats qui sont passés en début, qu'ils signent en accord avec les soignants. Mais ils sont libres d'aller, venir et de faire un peu leur vie. Et les secteurs fermés, Les secteurs fermés, c'est des secteurs fermés à clé, hein, comme il s'est dit. C'est des gens qui sont hospitalisés d'office. Alors des fois, c'est à la propre demande des gens aussi, hein. C'est possible, hein. Ça on est d'accord. Ouais. Et en fermé, fait, ça ne veut pas forcément dire sous contrainte. Ouais, c'est sous contrainte. Ça veut dire qu'ils sont. Non, c'est pas sous contrainte. Ah oui, non, c'est pas sous contrainte, oui, justement. Ouais, mais enfin, ceux qui sont sous contrainte, c'est souvent dans les secteurs fermés. Et en fait, ils ont une chambre, un petit peu de mobilier, mais pas trop quand même. Mais ils ont plus d'accès quand même que le milieu carcéral, on va dire. Mais ils ne peuvent pas sortir de l'unité, en fait. Ils ont un accès à une salle à manger, enfin à tout un tas de choses, mais ils ne peuvent pas sortir de ces box-là, si vous voulez. Et ensuite, vous avez tout ce qui est sorti, qui est unité, on va dire, extérieure, en ville, on va dire. D'autres questions sur ce sujet, monsieur ? Alors, aujourd'hui, Romain Dupuis est hospitalisé à l'hôpital psychiatrique Charles Perrins à Bordeaux. Alors, on ne me demande pas où c'est exactement à Bordeaux, mais c'est à Bordeaux. Bon, je sais où c'est, déjà, c'est pas mal. Son avocate, maître Hélène Lecate, se confie. Il a les clés de sa chambre, un téléphone portable, il peut appeler sa famille, ses amis, regarder la télévision, emprunter des livres. Romain Dupuis est inscrit dans une maison départementale pour personnes handicapées, MDPH. Il peut désormais envisager son avenir à moyen et long terme. Il compte suivre une formation à distance, ses domaines d'intérêt, musique, art, psychologie, apiculture. Oui, et puis comme on a le même âge, il a 42 ans actuellement, donc il a encore 40 ans d'expérience de vie devant lui. Exactement. Donc il finira par sortir. Alors, on y arrive, et c'est la dernière chose que je vais dire sur Romain Dupuis. En cas d'évolution favorable, on pourrait envisager un assouplissement de son régime d'hospitalisation dans les prochains mois ou années en cas de feu vert des psychiatres, de la justice et de la préfecture. Ah bah c'est sûr, c'est inscrit, c'est écrit. Ouais. Ah bah c'est sûr qu'il va sortir, bien sûr. Il sortira, il retournera chez ses parents et puis voilà. Et donc je finirai ma petite histoire sur cette belle citation qui est très connue me semble-t-il. Un névrosé est un homme qui construit un château dans le ciel. Un psychotique est l'homme qui vit dedans. Le psychiatre est celui qui collecte le loyer. Jérôme Lawrence.
J'ai trouvé pas mal. C'est un psychiatre, Jérôme Lawrence. Collecter les loyers. Cet épisode est fini. J'espère que ça t'aura plu, même s'il y a eu quand même beaucoup de... Les moments un petit peu plus, on va dire, scolaires. C'était un peu rébarbatif quand même. Mais j'espère que ça t'aura plu quand même, que tu auras bien compris ce que j'ai dit. Et voilà. C'est une histoire que j'avais relativement bien suivie. Bon, après, on aurait du mal à passer au travers parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre début des années 2000 avec notamment les ministres, le président qui s'en sont mêlés. Il y a eu énormément de débats sur la responsabilité pénale des... Je me rappelle d'entendre mes parents discuter à la maison, quoi. Ah oui, mais c'est sûr. Mais en plus... de donner son avis et tout. Nous, ça nous touche de près, j'allais dire presque viscéralement sur ce qui se passe, parce qu'on peut tout à fait se projeter dans ce qui s'est passé, dans les conséquences, dans les suites, et même aujourd'hui et demain sur ce qui va se passer. Et c'est vrai que ça nous met en difficulté sur un certain nombre de projections comme ça. Ouais. Mais en plus, alors c'est marrant parce que... Enfin non, c'est pas marrant, mais quand j'écrivais l'épisode, j'imaginais... je me voyais là où on s'est rencontrés, là où j'ai fait mes études. Ah oui. Où l'hôpital, la psychiatrie là-bas était décrépie. Enfin, c'était... je sais pas, ça a dû être refait dans les années 60, enfin j'en sais rien, mais c'était le secteur ouvert, le secteur fermé, bien... Tu vois, les hospitalisations sous contrainte, et je m'en souviens, enfin, tu vois, c'était... je m'imaginais dans les couloirs ça, de ces stages, de ce stage que j'ai fait en psychiatrie où j'ai rencontré ma bonne amie Christelle, qui est infirmière psychiatrique, qui n'a pas duré d'ailleurs, puisqu'elle elle était en souffrance là-bas, ce que je comprends. Et donc, voilà, c'est ouais, en fait, on se projette forcément en tant que soignant, quoi. Puis on se dit, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait énormément de nuits. Bon, il n'y a pas que l'intérim où on fait des nuits, mais j'ai fait beaucoup de nuits pendant cette période-là. J'ai beaucoup travaillé de nuit. Je me suis pas sentie toujours en sécurité, quoi, clairement. Ou même les dimanches en pleine journée, les dimanches matins en pleine journée, quand tu es dans un service un petit peu excentré. Enfin, voilà, quand tu vois. Et encore, en début des années 2000, quand c'est survenu, on n'avait pas autant d'agressions de soignants qu'on a maintenant. Aujourd'hui, quasiment... Est-ce que c'était pas... Juste que c'était pas porté à la... Non, je sais pas. Je sais pas. Non, quand même, on a souvent des agressions assez violentes maintenant, qui font la une des journaux, et je pense qu'on l'infirmière en Guyane, là, on en a on a 2-3 par semaine maintenant. Effectivement, en Guyane, il n'y a pas très longtemps, une infirmière qui s'est fait violer, et l'autre... Et sa collègue, alors je sais pas si c'était sa collègue directe, mais il y a une qui s'est fait agresser aussi. Il y en a une troisième en France aussi, mais où, je ne me souviens plus exactement. Qui a eu aussi une agression. Dans les services d'urgence, un peu partout maintenant, ça devient extrêmement tendu. Et à l'époque, ça ne l'était pas, et c'était d'autant plus, ça sortait entre guillemets de nulle part. Et l'hôpital était encore vu comme un sanctuaire à l'époque, où on se disait, on va travailler sans avoir l'impression de pouvoir ne pas sortir de son boulot et puis de s'en tirer. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu moins évident se dire que... toutes les professions type professeur des écoles, contact du public, les médecins, enfin il y a beaucoup moins de... on n'est plus protégé par le statut. Ouais, il y avait ça. Moralement, on n'est plus protégé par le statut. Après, c'est pas toujours négatif. Parce que des fois, il y avait un peu trop de profit, tu vois. Si tu veux. Non, on est d'accord, mais c'est sûr mais il n'y a plus le respect, clairement, du soignant, du professeur des écoles et compagnie, que le métier imposé, quoi, si tu veux. Ouais. Bon, voilà. En conclusion, je voulais vous dire que la psychiatrie couplée à la justice, c'est quelque chose de très... Alors, la psychiatrie seule et la justice seule, c'est très compliqué. Ensemble, c'est un flou artistique impressionnant. C'est hyper compliqué. Surtout quand... Non, puis il y a des technicalités, des technicités qui sont particulières et inhérentes à chaque discipline. En fait, les experts qui rendent leurs conclusions sur
En plus, c'est des critères diagnostiques qui sont beaucoup plus flous qu'en médecine clinique, où on peut avoir des résultats biologiques, des résultats imagerie, des signes cliniques. Oui, parce qu'en plus, tout ce qui était biologie et compagnie, on avait les preuves, quoi. Voilà, et donc en psychiatrie, c'est déjà un peu plus compliqué de poser un diagnostic. Il y a parfois des diagnostics un peu border ou qui sont soumis à interprétation, donc ça c'est la première des choses. Après, derrière, le juge doit se positionner par rapport au droit, et avant tout. Et ensuite, il faut... normalement, c'est le droit qui est censé matcher avec la demande et l'envie et l'aspiration du peuple, en fait. Et là aussi, il y a de plus en plus, on constate que peut-être que le droit n'est plus en phase avec ce que on va dériver petit à petit avec ce que les gens veulent ou demandent, et finalement on a tout un tas de gens qui ne comprennent plus les décisions de justice, la justice qui comprend pas la psychiatrie comprend pas la justice. Finalement, à la fin, on se retrouve avec personne ne se comprend, avec une situation où on se dit je suis pas satisfait, quoi. Et clairement sur l'affaire Romain Dupuis, en tant que citoyen, je suis pas sûr d'être satisfait de ce qu'il en est ressorti. Ce qu'il a été fait, ouais. Donc juste, je voudrais vous rappeler, les malades mentaux sont beaucoup plus souvent dangereux pour eux-mêmes qu'ils ne sont pour la population. Ça, c'est sûr. Les fous, entre guillemets, sont dangereux pour eux-mêmes pour la plupart du temps. Il y en a qui échappent et qui pètent des câbles comme ça, comme l'a fait Romain Dupuis, comme l'a fait, je sais pas s'il a été étiqueté psy, d'ailleurs le tueur de la petite Anne. Je pense qu'il n'a pas été, c'est trop frais encore, il n'a pas eu le temps d'être vraiment... Il est peut-être en train d'en cours d'expertise. Bon, bref. Ils ont mis 6 ans à l'expertiser. Il y en a... Romain Dupuis. Non, 2. 2, pardon. 2 à 6, oui, pardon. 2 à 6. C'est parce qu'il y en avait 6 autres experts. Donc vraiment, faut pas faire l'amalgame. Voilà, les malades mentaux sont beaucoup plus souvent, c'est ce qu'il faut retenir, sont plus dangereux pour eux-mêmes qu'ils ne sont pour la population. Voilà, ça arrive qu'il y en ait qui s'écartent du chemin et qui ils aillent sur la population, mais ça reste extrêmement rare, quoi, je veux dire. Ouais. Et voilà, et puis juste pour rappeler aussi que c'est très compliqué pour le personnel, bon, on en a parlé, hein. Mais voilà, on est dans une situation en France et sûrement peut-être dans les autres pays aussi, peut-être, je ne sais pas, où on manque cruellement de personnel médical, de moyens, surtout en psychiatrie, comme tu l'as dit, qui est vu comme quelque chose qui sert à rien, en gros. Enfin, ça n'a pas une bonne visibilité, quoi, on va dire. Et donc ça peut créer des drames, quoi, ce genre de truc. Et je finirai de parler juste en vous redonnant le nom des 2 victimes, qu'on n'a pas beaucoup parlé d'elles. Je pense que c'est important. Donc Chantal Klimaczewski, 48 ans, l'infirmière, et Lucette Gariot, l'aide-soignante, qui avait 40 ans. Ouais. Et voilà. Eh ben écoute, merci Blue Dinners pour cette histoire qui nous a fait replonger dans un passé pas si lointain et finalement très proche, en tout cas humainement très proche de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu. Je pense qu'il nous a suffisamment marqué pour nous avoir un peu forgé aussi complètement. notre expérience. Moi, je vous dis merci à tous pour en être arrivés là sur la lecture de cet épisode. Merci, comme on le disait en début d'épisode, pour vos retours et vos écoutes. Ça fait plaisir de voir un petit peu que quand vous nous faites des retours. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires, et à nous laisser des likes. Est-ce qu'on peut faire un petit remerciement à notre collègue podcasteur belge? J'ai pas coupé ton micro, donc vas-y, tu peux y aller. Je couperai ça au montage. Comment il s'appelle? C'est le scénario du pire. Le scénario du pire, qu'on remercie vivement. Il nous a fait une publication. Il nous a attiré de nouveaux followers. Et c'était, punaise, on a eu... Cool. Ça a pété dans tous les sens. On a 700 lectures ce soir, 700 lectures de tous nos épisodes. Donc on est
très content. Merci beaucoup à toi, à vous même. Parce que lui aussi, il travaillait avec une autre dame et là, il travaille avec son épouse, c'est ça ? C'est ça. Et Dans la saison 4. allez écouter surtout leur podcast qui est très intéressant. En fait, ils prennent des faits, des crimes qui feraient de bons scénarios à Hollywood. Donc, c'est assez sympa. Donc, n'hésitez pas, vous le retrouvez sur Spotify et sur toutes les autres plateformes, comme pour nous. Donc, et merci encore à vous deux de nous avoir explosé les trucs en espérant que ça plaît aux gens. Et on a vu que ça avait pas mal de lectures aussi en Belgique et au Canada. Ouais. Donc c'est plutôt chouette. On adore les Canadiens, donc du coup ça fait un peu plaisir. D'ailleurs, je buvais une tisane à l'érable oui, c'est vrai. Ce soir pendant que je t'écoutais. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur nos plateformes. Nous sommes sur Spotify, Apple Podcast, Ocha, toutes les autres. N'hésitez pas à nous laisser donc des messages et des commentaires, un max d'étoiles. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, la communauté de Medicine City Podcast. Nous sommes sur Instagram, Medicine City Podcast, et sur TikTok, medicinecity.pod. Prochain épisode pour toi ? Allez jeter un petit coup d'œil aussi à notre Patreon qui commence à s'enrichir sur les bonus, et on a ouvert cette semaine une nouvelle session un nouveau chapitre de Medicine City qui s'appelle le Freak Show, qui va pas être des histoires judiciaires, criminelles, des affaires de scandale ou sordides, mais qui va être des histoires bizarres, curieuses, atypiques de la science biomédicale et de la médecine, et où on va, à l'occasion du dénichage d'un article médical publié dans des revues scientifiques, discuter de cas particuliers. Et donc les 2 premiers épisodes sont sortis. Alors là, ça traite de médecine légale et c'est des gens qui se sont suicidés de façon, avec des impacts multiples. De façon particulière. Et on va essayer de sortir. Où on aurait pu croire qu'on les a aidés. Ouais, on a planifié une sortie mensuelle. En tout cas, il y aura 12 épisodes du Freak Show qui sortiront cette année. Et donc à l'occasion, là on rattrape un peu le début de l'année, mais voilà, à la fin, ça sera un épisode mensuel. Et les 2 premiers épisodes, on les a mis en accès libre par contre. Voilà. Et oui, les premiers épisodes seront en accès libre, et puis après, ça sera un bonus exclusif Patreon au bout d'un certain temps, qui reviendra. Prochain épisode, c'est moi qui m'y colle. Et alors, je vous ai un petit peu spoilé pendant l'épisode. On va parler d'une petite affaire. On va aller aux États-Unis. On va parler d'une petite affaire qui a fait un grand, grand bruit. Et on va parler de la règle 702. La règle 702. La règle 702. Parfait. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent. Sinon, restez branchés. Et puis, la suite au prochain épisode, qui sera un épisode qui va nous emmener dans les arcanes judiciaires américaines. Et merci à tous. Restez connectés et méfiez-vous des psychoses sombres de vos cerveaux. Méfiez-vous des délires qui se passent dans votre cerveau, c'est ça. Surtout de ceux de falciparum. Sur ce, bonne soirée à tous ou bonjour. Au revoir. Au revoir.